Salut l'équipe, nouvelle émission, nouveau concept, on est en plein été, on avait envie de se faire plaisir à quelques semaines, quelques jours de l'Eurobasket, et bien c'était parfait, ce petit tier list est parfaite pour se lancer dans la conquête de l'Europe. Et pour ce faire, je suis accompagné d'Erwan, qui est en grande forme. Comment ça va, Erwan? Ah oui, grande forme. Très excité par ce nouveau concept. Et puis quand je vois les oiseaux autour de la table, je pense qu'on va avoir des débats très intéressants et des noms. Il va y avoir un name dropping de mecs oubliés. On va se régaler. Je suis aussi accompagné de Stephen, en grande forme lui aussi. Salut Erwan, salut Thomas, ça va ou quoi? Oui, il est venu avec la petite boîte à ragots. On est ravis que tu arrives comme ça pour nous régaler, Stephen. J'espère que tu seras aussi bon sur l'émission que sur les ragots, n'est-ce pas? Ça dépend si je suis dans la tier list. Ah, bonne question. Est-ce que tu es dans la tier Est-ce que list? Stephen est dans la tier list? Nouveau concept, je disais, pour ceux qui sont sur Internet, vous avez l'habitude des tier lists, hein, bien sûr, en tout genre sur la culture. Il était temps qu'une tier list sur l'équipe de France de basket, eh bien, sorte. Donc, on a sélectionné une trentaine de joueurs. Alors, pour les sélectionner, il y a l'impact que le gars a eu, est-ce qu'il a gagné des médailles, le nombre de sélections, le nombre de points. Donc, forcément, ça a enlevé quelques noms pour éviter qu'on soit 150 et que ça n'ait aucun sens. J'ai compris, je suis pas dans la tier list, gros. Tu peux te rapprocher de ton micro, s'il te plaît, mon Et puis surtout, c'est à partir de 2000. Et la grande règle, absolument, pour éviter de rentrer dans des débats On adore Philippe Zaniel, mais frère, au bout d'un moment, on est assez peu compétent pour parler de cette génération-là. Tout à fait. Même si on aime beaucoup Stéphane Ostrowski, bon joueur. Bien sûr. Hervé Dubuisson, solide aussi. Dubuisson, Bergeau, Bergeau, il a jamais joué. Pas Bergeau, Claude Bergeau. je sais pas Claude. Oh là là, mais je suis un malade. C'est qui Bergeau? Je vous dirai ça après. Claude Makelele. Valérie Desmory. Eric Mikou. Mais non. Éric Beugnot. Beugnot, je suis un ouf. Hugo Cancet. Éric Beugnot. Éric Merci. Beugnot. Merci, c'est bon, très bien. La famille Monclar aussi, oui. à laquelle on pense pour l'équipe de France. Non, tu as raison, on souligne ça à partir des médaillés olympiques de 2000, sachant qu'on a fait une sélection de ceux qui ont continué à jouer derrière. Donc vous verrez, il y a du Cyril Julien, il y a du Rigaudot, il y a du Lolo Ciara, des mecs qui ont compté, Steph Rizaché, il y a Bonat. etc. Il n'y a pas Yann Bonato. Eh ouais, Johan, c'est Yann, ah oui. Yann Bonato. La Bonat. Bon alors, je vous explique aussi la suite, c'est qu'on a sélectionné 5 catégories. Les voici, on va les découvrir ensemble. D'abord, celle du GOAT. Tony Parker sera-t-il tout seul? C'est la première question. Celle des légendes. Vous verrez bien, il y a des mecs qui sont assez évidents aussi. Celle des iconiques est à différencier de la famille, parce que dans iconique, il va falloir que le gars, on s'en souvienne pour une action, pour un match, pour un tournoi, ce genre de choses, pour faire la différence avec la famille. Et la dernière, bien sûr, il n'y a que des super joueurs, que des gars qui ont compté dans l'histoire du basket français. So respectfully, vous êtes dans un 5e truc, mais grand respect pour tous les gars. Smash, respectfully. Voilà. Vous avez bien compris, l'humeur est de festive, tout à fait, comme en été, comme toujours. Si tu nous regardes en replay ou si tu nous écoutes en podcast, on compte sur toi, cher ami, pour donner de la force, pour commenter aussi. Vous mettez avec les petites lignes là, où vous mettez chacun des joueurs. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Ah ouais. On commence par l'évident, la première ligne donc, avec Tony Parker. La question est simple. Tony Parker est le GOAT, il n'y a pas de question là-dessus. Mais est-ce que Tony Parker sera tout seul? Stephen Brun, dans ton esprit. Moi, je pense que j'en mettrais au moins un à côté de lui. Intéressant, Erwan. Moi, je mets personne à côté de lui. Ok, alors explique-moi d'ailleurs, déjà toi, pourquoi tu le mets tout seul, Erwan? Parce qu'il a fait des choses que seul lui a réalisé. Donc, il est champion d'Europe. Bon, là, pour le coup, il est pas tout seul à l'avoir fait, mais il est MVP, du tournoi. Ce que, il me semble, aucun Français n'a réussi après les années 2000. Parce que j'ai pas ce qui se passe dans les années 40. Voilà. Il a un palmarès unique. Alors, il y a des gens qui sont juste derrière. Il a eu des lieutenants, des mecs qui nous ont fait rêver. On va évidemment parler. Mais pour moi, Tony Parker, il y a lui et les autres. Donc c'est peut-être et on sait qu'on est un sport où on a des facilités à sortir l'individu du collectif, mais là pour le coup il a les sacrifices qu'il a fait par rapport à la NBA, le palmarès qu'il a d'être MVP d'une compétition en étant champion d'Europe. Bon voilà, et en étant top scorer aussi. Pour moi Tony Parker, ce qu'il a réalisé, c'est le seul à l'avoir fait, donc il doit être seul à cette catégorie de GOAT. Stephen, tu ne dis pas qui tu vas mettre dans cette catégorie-là, Okay, parce qu'on va égrener un par un les mecs. Okay. Donc on se laisse la surprise de ton deuxième joueur. Là où je rejoins Erwan, moi pourquoi c'est mon seul GOAT? Parce que tout simplement c'est le seul mec qui a gagné avec l'équipe de France en étant MVP du tournoi en 2013. Si quelqu'un d'autre comme Evan, ou je sais pas si on avait gagné les JO et que Victor avait été MVP, je vous dis un exemple comme ça, je l'aurais peut-être mis dans la catégorie GOAT, et là malheureusement c'est le seul qui a gagné en tant que leader. Non, Voilà. mais de toute façon, il n'y a pas de discussion sur la position de Tony Parker parmi les GOAT de l'équipe de France. Tu l'as dit, meilleur scoreur des compétitions, c'était le go-to guy, c'était un des meilleurs joueurs en Europe. Il y a eu Dirk, il y a eu Pau Gasol, c'était les 3 plus grands dominants à cette époque-là sur des compétitions FIBA. Après, il y a des bémols sur sa carrière équipe de France, les Coupes du Monde, les Jeux Olympiques, il a pas de médaille olympique. Tony Parker, il y a quelques bémols, c'est pour ça que moi je mettrais bien une petite tête à côté de lui pour des garçons qui ont accompli ce genre de choses-là. Absolument, parce
plus que la génération post-Tony Parker qui a 2 médailles d'argent olympique. Ça peut rentrer dans le débat, bien sûr. On va commencer à poser des questions embarrassantes. C'est est-ce qu'une médaille olympique vaut un titre tel qu'il soit? Super question. Avec l'équipe de Du France. coup, Steve. Je pense que les regrets de Tony Parker, c'est de ne pas avoir été médaille olympique. Je pense que pour lui, pour son accomplissement, il est champion d'Europe, pour son accomplissement personnel, je pense que... Est-ce qu'il échangerait son titre de champion d'Europe pour une médaille d'argent olympique? C'est ça la question, Non, en fait. c'est sûr que non. Bah ouais, on est d'accord. Moi, je suis plutôt d'accord avec Erwan là-dessus. Tu dis quoi? Je sais pas, gros, parce que les Jeux Olympiques, c'est quand même une caisse de résonance qui est monumentale. De temps en temps, je faisais des focus sur lui à Paris 2024 à Bercy, l'équipe de France qui était en finale. Je voyais dans ses yeux, je vais pas dire de la jalousie d'haine, mais il y avait putain mec, ça je l'ai pas vécu. C'est un acte. Ça je l'ai pas vécu. Gros. C'est un acte manqué les Jeux Olympiques pour Tony Parker, c'est sûr. C'est vraiment un vide dans sa carrière. Il n'empêche que et c'est un peu le. Parce qu'il y a des vilaines défaites avec lui au jeu. Hein. Bah oui, la dernière campagne, Rio, c'est très moche, mais au bout d'un moment. Et c'est le débat qu'on a eu cet été, notamment avec les filles, c'est, vas-y, on enchaîne les médailles, mais on n'a jamais de titre. Ou très peu. Finalement, je trouve que c'est pour ça que je veux qu'on mette les titres bien avant, pour moi, les médailles, même si c'est des médailles olympiques. Au bout d'un moment, un titre, c'est gagné. C'est une culture. Tony Parker, il a amené cette culture de, au bout d'un moment, on veut gagner, on veut pas être juste sur le podium, on veut pas juste être médaille de bronze, on veut gagner. D'ailleurs, il a jamais été rassasié jusqu'à gagner ce titre de champion d'Europe. Après, le truc olympique, c'est un truc spécial, certes, et tout, d'être une médaille de bronze, médaille d'argent, mais par exemple, ils ont pas fait, il y a aucun autre Français qui a fait ce qu'a fait Ginóbili avec l'Argentine, où lui, il a été champion olympique. Donc, une médaille d'argent olympique, c'est magnifique. 2, c'est encore mieux. Mais tu perds en finale. Mais deux médailles d'argent où tu perds contre Team USA, est-ce que c'était pas un peu champion d'Europe? Non, parce que dans le palmarès, on a qu'un titre de champion d'Europe depuis les années 2000. Enfin, on a qu'un titre de champion d'Europe dans notre histoire. Tout court. Mais t'es la meilleure nation européenne. Non, mais absolument. Mais encore une fois, c'est ouais. Oui, non, mais je suis bien d'accord avec toi que c'est pas la même chose quand t'as la breloque en or et que t'es tout en haut du podium et que tu dis à la Marseillaise. Gagner, quoi. C'est pas toi que je vais la prendre. Les finales, quand tu les gagnes ou quand tu les perds, même si t'as une belle médaille d'argent, que tu fais une super compète. Alors que quand tu es champion d'Europe, tu célèbres. Il y a pas de putain, mais tu célèbres. Dans le chat, parce qu'on est en direct. Je vous le rappelle, on est en direct. On va prendre certains de vos commentaires. Dites-nous à qui vous pensez pour une autre place en termes de GOAT avec Tony Parker, et on saura un peu plus tard à qui a pensé Stephen. Je prends un premier commentaire, bien sûr, c'est Nekachu qui nous dit il y a pas un gars qui peut aller en GOAT à la place de Tipeee, c'est bien Erwan. Voilà, t'es le seul apparemment. Certainement pas. Moi j'ai failli le battre un Tipeee par contre. Dans le micro, rapproche-toi. Non mais là on parle pas de mettre un mec à la place de Tipeee. Non, avec, absolument. Bon allez, commençons. Très bon premier débat, ça m'a chauffé. Bien sûr, mais on est là pour ça de toute façon, vous avez bien compris, on va débattre pendant des heures. Ça c'est vraiment un petit programme de plage. Et on remercie Chris Brown d'avoir pété un verre en boîte de nuit pour caniquer les yeux de Tout à fait. Tipeee. Et les JO 2016 de notre équipe de France, on était sur la fin quand même. Tipeee 2012, c'est à Londres. 2013. Tipeee avec les Google. Avec les Google, quand il y a bagarre, 2016, non c'est 2012. Ah ouais. Ouais, c'est à Londres, je crois. Ouais. Premier nom, hors Tony Parker, bien sûr, le GOAT. Joachim Noah. Très intéressant, puisque Joachim Noah n'a disputé qu'une seule compétition avec l'équipe de France. Peut-être l'équipe de France la plus relevée, c'est ce que disait Tipeee en 2011 avec la défaite face à l'Espagne. Alors, mais si on le met où? Légende, ça me paraît un peu haut. Mais du coup, Moi, je le mettrais iconique. Iconique parce que ça a été un mec on a couru après, en fait. On est parti le chercher de nombreux étés. Il faut que tu viennes jouer avec l'équipe de France parce que à l'époque, il n'y avait pas cette surnombre de pivots ultra dominants et que Joachim était peut-être le meilleur pivot du basket français à avoir un passeport français et qu'on avait c'était peut-être la pièce manquante pour nous faire passer un palier et éventuellement être champion d'Europe. Bon, on n'a pas réussi avec parce que c'est un personnage un peu atypique dans le jeu, parce que c'est un mec qui est hors norme sur la compétition qu'il a fait. Il a amené une compétitivité. Tu parles avec Tony, tu parles avec ces mecs qui ont vécu cette campagne-là. Il me dit la hargne de Joachim Noah sur cette préparation et cet été-là fait que une compétition. Mais si tu me dis Joachim Noah à des gens, ils savent qu'il a fait un été en bleu parce qu'il a marqué en fait, parce que c'est rare peut-être, mais je pense qu'il a marqué les esprits par sa seule compétition, Joachim Noah. Ça se défend. Vous savez que quand on fait les meilleurs joueurs français de l'histoire, Joachim Noah est toujours top 5. Là en revanche, moi avec les actes manqués post 2011, je l'aurais mis iconique, mais là je le mets la famille, je le descends. Ah mais moi je le descends. Je mets la famille, Et on est trois, l'avantage c'est qu'on pourra voter. Erwan, il veut le mettre respectfully. Moi, je vais le mettre respect, Joachim Noah. Okay. Parce que déjà, et c'est important de le dire, je dissocie complètement l'œuvre NBA de Joachim Noah avec son œuvre en équipe de France. Il est venu qu'une fois. Et il est venu pour gagner avec
pour certains, et je les comprends, est le meilleur roster de l'histoire de l'équipe de France. Et tu perds. Et tu perds en finale. Ouais, l'Espagne, injouable. Tu perds encore une fois. Et quand on gagne, il est pas là. Donc moi, j'étais très content de le voir. J'ai surtout été très frustré de ne pas le voir plus en équipe de France. Donc je le mets respect, parce qu'effectivement, pour toutes les raisons que tu as amenées, mais quand je vois aussi le nombre d'autres joueurs qui ont gagné en faisant plus de compètes, qui ont plus de médailles que lui, je peux pas le mettre au-dessus juste parce que c'est Joachim Noah. Donc pour moi, le mettre au-dessus de respect, c'est faire un petit peu jouer sur son nom de famille, et on est meilleur que ça. Alors du coup, son nom de famille d'ailleurs, c'est qu'il l'a poussé un peu à jouer en équipe de France. Aussi. Hein, Yannick était intervenu. Yannick était intervenu. Alors iconique ici, respect ici et la famille ici. Donc j'ai quand même l'impression qu'on va faire entre les deux, au milieu, donc on va faire la famille. La famille. Sauf si tu changes si t'as convaincu par exemple. Tu vois, si Erwan t'avait convaincu. La famille, ça me va. La famille, ça te va? Oui, ça me va, la famille. On va sur la famille. C'est la famille. C'est une belle famille. Non, mais attends. Je vais pas quitter la table. Noah, c'est une belle famille. Noah, c'est la famille. Alors, on change d'époque et on change de poste. Alain Digbeu, les gars. Alain Digbeu, où tout le monde le sait, drafté par les Hawks dans les années 90, qu'on n'aura pas vu au JO de 2000, qu'on aura vu sur 3 compétitions d'équipe de France dans les années 2000. Alors, plus difficile, peut-être, à placer au vu de son impact réel au sein des équipes de France dans lesquelles il a évolué? Iconique, parce que c'est le premier Air France. Par contre, avec l'équipe de France, il est pas en 2000 à Sydney. Non. Et ensuite, les équipes de France, c'est le gang des chaussettes hautes, qui est une petite catastrophe. Voilà. Et on a clairement pas vu le meilleur de Digbeu avec l'équipe de France. Il y a l'Euro 99 aussi en France, qui est un échec. Ouais. Donc Alain Digbeu, malheureusement, malgré sa magnifique carrière en club et en Europe, et le fait qu'à l'époque, quand il est drafté, c'est un truc de fou, ça fait énormément parler en fin des années 90. Moi, j'ai mettre respect à Alain Digbeu. Respectfully pour Alain. Comme tu l'as dit, il est en classe de joueur en équipe de France. Si on avait dû faire sa carrière quand t'as joué au Real Madrid et quand t'as joué à Barcelone, forcément ça aurait été plus haut. Maintenant, Alain, sa carrière en équipe de France, en 2000 il est pas là, et ça fait mal pour lui, parce que si en 2000 il est là, il est forcément plus haut dans le ranking. Ça reste quand même, moi j'ai des flashs de lui avec Tariq Abdelouad, mec, on n'avait jamais vu ça à l'époque, hein, une équipe d'athlètes hors normes qui mettaient la tête au cercle, envoyaient alley-oop sur alley-oop, c'était exceptionnel à regarder. Malheureusement, il y a pas les résultats qui suivent après, donc moi je suis obligé d'aller dans respect, et respect c'est pas péjoratif. Hein, non, absolument. Là. Attends, je répète, hein, ce sont les 30 meilleurs joueurs depuis 2000 en équipe de France. On est bien en train de classer les joueurs en équipe de France. Par exemple, il n'y a pas Mike Pietrus au sein de cette sélection parce qu'il a pas assez joué de matchs, pas assez de sélection par rapport à d'autres. Et je crois que ça lui va de pas être cité. Tout à fait. Donc voilà, Mike n'est pas dans ces 30 là. Mike il veut parler de plein de choses, il veut jamais parler de l'équipe de France. Tout à fait. Voilà. Pépouze. On enchaîne avec un meneur de jeu qui a été très important lors de l'obtention du titre en 2013, c'est Antoine Diot, messieurs. Sifen, on le met où, Antoine? Antoine Diot, je le mettrais iconique, moi. Pas mal. Iconique parce que y a Tony Parker dans ces années-là. Et quand tu tournes la tête, il y a toujours son petit backup, Antoine Diot, qui est là. On se rappelle de ce panier du milieu de terrain en finale contre la Lituanie, où Tony le va le calmer, c'est pas fini, alors qu'il met un panier de l'espace et qu'on passe pour être champion d'Europe. Les lancers francs contre l'Espagne. Les lancers francs contre l'Espagne, c'est lui qui met 2 lancers francs très tôt quand l'équipe de France est en galère, et c'est mon époque où on n'est pas qualifié pour des euros directs, on est obligé de passer par des matchs de barrage à Bormio en Italie, dans un vieux traquenard, et c'est lui il doit avoir 21 balais, il met 2 lancers francs sous la pression pour justement faire gagner ce match et qui permettent à l'équipe de France ensuite de partir à l'Eurobasket. Parce que c'est un mec qui a quand même malgré tout fait pas mal de campagnes successives. Très compliqué d'être le backup de Tony Parker parce que tu sais pas quand est-ce que tu vas jouer, parce que quand il rentre sur le terrain, tu lui donnes la bouteille d'eau à un mec qui a déjà mis 25 pions et qui est un peu le go-to guy de cette équipe-là. C'était un peu le feu et la glace en fait, Tony Parker, et Antonio qui était là toujours serein. Moi j'ai beaucoup aimé ces passages en équipe de France, toujours très propre, très près du texte. Voilà, donc moi je le mettrais dans iconique, Antonio. Souvent on dit, Erwan, que Antoine a été le meilleur backup de Tony en équipe de France. A été le seul qui s'est installé. Vraiment, il était reconnu comme ça. On sait qu'après, il a raté pas mal de campagnes parce qu'il a eu des problèmes graves au dos. On rappelle que c'est un mec quand même qui a été champion d'Espagne avec Valence, qui a dominé sur son poste aussi le championnat espagnol. Donc, on sait que les meneurs en Espagne, il y en a beaucoup. Moi, j'aime bien Antoine parce pour moi, je voyais le maillot de l'équipe de France, je voyais la tête d'Antoine Diot. Donc, jeune ou en adulte, hein, pour le coup, oui. T'as raison, hein. Donc, après, sur les meneurs qui sont installés, il y a Thomas Hurtel, mais qui a surtout plus bénéficié des absences de Tony Parker pour exploser, plutôt que s'installer comme un backup de Tony Parker, ce qui est très bien aussi. Mais, iconique, famille, je suis un peu partagé entre les deux. Il faut que tu choisisses.
Parce que, alors, Il je est vous rappelle, champion d'Europe. la différence entre la famille et iconique, c'est qu'il faut qu'il y ait un truc à un moment donné. Typiquement, les lancers francs contre l'Espagne, ça peut te faire il est passer un champion cap. d'Europe, cette grande filoche contre la Lettonie, c'est lancer franc importantissime. Allez, on va aller dans iconique. Allez, je dis Et puis iconique parce aussi. qu'Antoine Dio, je vais mettre iconique aussi parce qu'il a fait un truc et je rêve de lui demander un jour en interview pourquoi toute sa carrière il a joué avec des sockets. Ça, pour Ça, moi, normalement, c'est mon 2, hein. ouais. Ça, pour moi, il a 2 doigts d'être respect, hein. Mais Antoine Dion, on l'aura Mais- un jour. On a plein de trucs à Parce que les raconter dans les On entretiens. a, eu, on a eu Boris, on peut avoir Antoine. Ouais. Bien sûr, la famille. La famille Dio. Boris, on l'attend encore de l'avoir. Tout à fait. On l'a eu il y a quelques années maintenant. À l'époque, on l'avait. il est Ouais, venu, mais hein. là, il était venu au First Ouais, of ouais, All. mais il faut qu'il revienne Mais pour faire l'actu, moi, je veux qu'il s'assoie, qu'il me Voilà. raconte, qu'il me raconte tout. Il parlera plus de basket, hein, Babac. Non, Il mais peut bon, pas- de- Il peut te parler de, alors pas de Mike Pietrus, il peut parler de Petrus, de rouge, mais avec c'est pas- Mike Pietrus, du avec coup. Mike Pietrus, ouais. Qui viennent avec les deux Pétrus. Alors dans ce cas-là, ouais. on va se régaler. Je dis ça parce que ce matin, Stephen était avec Babac. Voilà. Avec le C'est absurde. GM de l'équipe de France de basketball. Tout à fait, absolument. On enchaîne avec un autre meneur de jeu qu'on adore, bien sûr, c'est Antoine Rigaudot, messieurs. Erwan, tu te lances sur Tonio parce qu'il y a du très bon évidemment, il y a aussi du moins bon. Tonio, l'équipe de France, c'est évidemment la médaille d'argent de Sydney où c'est lui qui coach, hein, on va pas se mentir. Ça s'est su bien après. On a su maintenant que c'était lui et Lolo Serra qui avaient complètement pris le take-over de cette équipe-là et qui s'occupait de tout au temps mort. Et quand on regarde les matchs, on s'en souvient. Je me souviens du match contre la Chine où il met 31. Match de poule contre la Chine important, il met 31, il est détruit. Antoine Rigaudot. Donc il y a il est bon en finale aussi face au Ricain, il met des tirs. Après, encore une fois, c'est une génération où qui a, à part Sydney, ce qui est quand même énorme, que ça soit avant ou après, ça va être compliqué l'histoire de ces légendes-là avec l'équipe de France. Alors, c'est Il y a, bien, et puis il y a les lancers francs ratés face Voilà, à c'est bien la sûr. Grèce qui sont tellement à l'opposé de ce qu'était le personnage. Donc il est pas C'est là où on rentre dans les trucs intéressants. Juste avant, je fais un point. C'est qu'on est en train de comparer 3 générations claires. Donc, il y a la génération Sydney, la génération Parker. Il y a certains mecs qui ont fait le croisement. Et puis, il y a la génération Paris 2024 avec les plus jeunes. C'est là où on rentre dans les trucs où ça va être difficile de placer tout le monde. Sachant qu'on veut que ce soit équilibré. Antoine Rigaudot est une légende du basket français. Et Erwan, dans le chat, tout le monde dit légende. Hein. Là, je vous le dis comme ça. C'est que de la légende, Avec que de la l'équipe légende. de France. C'est cadeau, légende. Mais médaille d'argent à Sydney, ce match contre les Chinois où t'es éliminé, s'il prend pas un coup de chaud, ou 31, il met pas à un moment donné, mais je crois qu'il doit mettre 15 points de suite. On est en vacances en Australie, on va serrer la main au kangourou, fin de la compétition. Mine de rien, oui, il se craque contre la Grèce, mais je crois qu'on est médaille de bronze quand même Oui. après. Donc il y a quand même cette médaille de bronze où lui, il est là, il fait la bascule avec la nouvelle génération. Mec, moi, je suis obligé de le mettre légende, Antoine Rigaudot. Quand t'es vice-champion Non, mais olympique. je voulais ouvrir le débat. Bien sûr, c'est très bien d'entendre tout le monde, d'avoir l'avis du chat. Tu vois, parce que si tu le mets pas légende, tu le mets iconique. Enfin, gros, moi, j'adore Antoine Dio, Non, mais mais je peux mettre Antoine Dio à côté d'Antoine Rigaudot. Ce que je veux dire, et c'est là où je voulais en venir, c'est que si tu mets pas Rigaudot légende, tu le mets iconique. Non, il est pas iconique, il est légende. Oui. Donc je vais pour légende. Moi, je suis plutôt d'accord avec vous. Je pense que c'est légende, sans aucun doute. À un moment donné, t'es leader d'une équipe qui va chercher une médaille d'argent à la surprise générale. Et rien que ça, en fait, les petits lancers francs derrière, on peut presque oublier. Presque, Erwan. Presque. J'ai encore mal, hein. C'est pas notre pire souvenir. C'est de loin notre pire souvenir en équipe de France. Il hein. s'est pas oublié, hein. Derrick dans le vestiaire, 20 secondes après, il se lève, il dit c'est de ma faute, hein. C'est pas le genre à se cacher. Après, il a marché après, sur la remise en jeu quand on peut tirer. Tu vois, c'est lui qui a la balle. Ah oui, oui, sûr, oui. bien sûr. Merci, Diamantilis. À bientôt. Au revoir. Avec la fin de match, ça plus. On est plus de 7, hein, je rappelle. Je suis resté 5 minutes sur mon canapé, je pensais que c'était pas fini. Ça reprend quand? On a perdu? Ah putain, merde. Le pire souvenir. Je pense que j'ai pleuré pendant 2 jours après ça. Enfin, Antoine Rigaudot, donc, le roi est une légende. On est tous d'accord là-dessus. On enchaîne avec Andrew Albici, cas atypique Andrew, multimédaillé de tous les bons coups. Des coquins. Hein. Ah bah attends, Andrew, c'est un cas atypique. Je suis curieux d'avoir vos avis. Sachant que pour moi, il est au moins dans la famille. Andrew, est-ce que ce serait pas l'un des plus médaillés de l'histoire de l'équipe de France? Si, sans aucun doute, hein. Deux médailles olympiques. La Coupe du Monde 2019. La Coupe du Monde 2019. Il est l'Euro là. à Berlin. Ouais. Andrew, il a au moins 4 ou 5 médailles, si c'est pas plus, avec l'équipe de France. Charles Caudi, on a pas mal aussi. Ouais. Mais je pense que Andrew, il a ce rôle, bon, il startait parfois les matchs, mais on le prenait parce que c'était ce profil très défenseur. On savait qu'on pouvait lui donner 1 minute ou 15 ou 20. Lui, dans son comportement, rien ne changeait. Mais c'est un mec qui a souvent été là ces dernières années, toujours été là quand l'équipe de France fait médaille, Coupe du Monde aussi. Il est 2011 aussi là aussi. en 2011 avec donc l'équipe. Après il est avoir là. été MVP du championnat L'année d'Europe U20. U19. U20, c'est U20. U19 ou U20, voilà, bref. Il est MVP du tournoi, ouais.
Moi, c'est la famille, Andrew. C'est au moins la famille. Après, c'est notre pote, on va pas se mentir aussi. Mais C'est notre pote. attendez, dans la famille, il faut qu'il y ait de l'affect. Il faut qu'il y ait un truc un peu différent pour sortir du respect. C'est la famille, pas plus haut, parce que souvent des rôles ingrats où on l'envoie au charbon. Maintenant, c'est la famille parce que il a éteint Kemba Walker à la Coupe du Monde 2019 en pression tout terrain, et quand on tape les ricains, il est en grande partie responsable de ça par son travail de sap sur les arrières américains. C'est la famille parce que parfois, il était pas dans les sélections. Il y a des mecs qui venaient pas. Il a toujours répondu présent. Il a toujours dit oui, et il est toujours dans les bonnes échappées, en fait, comme au Tour de France. Il est là, il prend une échappée, finalement je suis là, j'ai gagné l'étape, c'est super. Donc là c'était pareil pour les médailles. Et quand il est pas là à la Coupe du Monde, et ça a été un flop total en 2023, et on s'en souvient bien. Il avait dit j'aurais dû prendre. Lui qui voulait pas partir avec trop de petits, finalement il s'est aperçu que finalement un troisième petit ça aurait pu être nécessaire pour avoir un premier rideau défensif. Toujours irréprochable. Alors on peut lui imputer le manque d'impact offensif, ce genre de choses-là. Mais quand t'as autant de médailles et quand t'as fait partie de autant de groupes pendant l'été qui vont au bout des compétitions, c'est la famille. Bon. Mais en 2011, il fait pas un match de poule contre l'Espagne, il met des énormes jeux et tout. Tout à fait. C'est ça, hein. Tout à fait. Il a son moment iconique. Hein. Non, pour moi, il y a un autre moment iconique, c'est le France-Australie 2019, la médaille de bronze. Les deux tirs dans le corner. Deux tirs alors c'est une médaille de bronze, on en fait ce qu'on veut, mais c'est des petits éléments qui pourraient te permettre de passer un cap. C'est quand on se fait ouvrir contre l'Argentine en demi. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Et donc pour la troisième place, il a été très bon. Se fait détruire par un grand-père. Papy mais après, du coup, tu peux tout perdre, hein. Et c'est vrai, contre l'Argentine, t'as raison de le dire, il met deux énormes. Pour moi, c'est des trucs iconiques, en fait, hein. Mais contre l'Argentine, pour une médaille de bronze. Contre l'Argentine, pas contre l'Argentine. Non, contre l'Australie. Oui. Alors, il y a quelqu'un dans le chat, je vais retrouver son nom, qui disait, Andrew LBC, c'est exactement ce pourquoi on a créé la ligne la famille. Et ça, c'est une réalité. Quand on a écrit la famille, on pensait vraiment à Andrew. Mais on peut discuter d'iconique, hein. Moi, tu me dis, là, on se met d'accord ensemble, on met iconique parce qu'il y a eu ces petits moments. Moi, je pense et qu'il est multimédaillé sur 10 ans, sur 15 ans, sur 15 ans. Tu vois, puis Andrew, il est très à l'aise avec ça. Des fois, on a fait je me souviens qu'on a fait des rosters d'équipe de France. Il gagne en 2011. Il gagne en 2024, ça fait 13. C'est presque 15. On a fait des rosters équipe, on a fait des rosters équipe de France où on le mettait pas dedans, ils ont des messages, bande de bâtards, vous croyez pas en moi, donc. Est-ce qu'il est en train de gagner sa place dans l'iconique? Pour moi, il peut rentrer dans l'iconique par le nombre de médailles. Par le nombre de médailles qu'il a. C'est pas rien. Il est, au bout d'un moment, être dans les meilleurs 12 français pour faire des compètes, même si t'as pas des rôles majeurs, même si on se souvient qu'à Berlin, à l'Euro 2012, c'est lui qui starte souvent. Bon, est-ce que par le 2022, est-ce que par le nombre de médailles, il peut pas rentrer dans l'iconique? Écoute, je mets un sondage et on en discute. Sorry Andrew, you stay in la familia. Ok, je mets la famille ou iconique et vous allez décider avec nous. On a tant qu'à faire et on prendra dans quelques instants. Quand on va faire 6 médailles. Après, quand on va à Gran Canaria et qu'on sort, là, c'est iconique. Par contre, Andrew. C'est un père de famille responsable maintenant. Laisse-le tranquille. Ah oui, mais il a toujours les bonnes adresses. Hein. Tout à fait. On enchaîne avec un autre meneur de jeu et lui aussi, il va provoquer le débat. C'est Thomas Hurtel. Stephen Thomas Hurtel. C'est mon poulain. Alors Thomas Hurtel. Là, il y a de l'affect. Oui, Thomas Hurtel. Qui n'a pas d'affect pour Thomas Hurtel? Donne-moi ton short. C'est coach peut-être. C'est coach. Mais certain que c'est coach. Alors, on le met où Thomas et pourquoi? Iconique, parce que la Coupe du Monde, l'Espagne, son tir, donne-moi ton short, rien que ça, je pense que c'est une action qui a marqué des générations de fans de basket de l'équipe de France. Et quand tu dis Thomas Hurtel, même au commun des mortels qui s'intéressent pas plus que ça au basket, Thomas Hurtel, ils ont exactement ce tir-là, parce que la phrase de David Cosette, parce que le truc est rentré, parce que à un moment donné, quand il fallait à Berlin, cet Euro où on fait finale, qui sortent de l'au-delà, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui. Quand Rudy Gobert vient lui mettre un écran et qu'il va d'arriver comme ça à main droite et qu'on va en prolongation, c'est lui qui met le tir, parce qu'il a supporté à un moment donné ces Chicago Bulls et que quand il fallait prendre ses responsabilités, il a toujours été là. Alors il peut avoir ce côté agaçant. Et que depuis, juste je te coupe évidemment. Et que quand il a pas été là, il nous a manqué. Exactement. Parce que t'as besoin, à un moment donné, d'un électron libre, d'un mec qui arrive en transition et qui se lève à 9,50 m et que tout le monde s'arrache les cheveux, dont Vincent Collet. D'ailleurs, il y en a plus parce qu'il s'est trop arraché les cheveux avec Thomas Hurtel. Moi, ce mec-là, il est iconique. Parce qu'il a marqué l'équipe de France, parce qu'il a gagné des médailles et parce qu'il a une énorme paire de couilles. On a tous voulu, je crois, être Thomas Hurtel en équipe de France, hein, quand on regarde les matchs. On a tous voulu être ce gars-là, qui mettait ces tirs-là dans ses money time, qui avait cette espèce d'inconscience, ce génie, parce qu'on peut pas limiter ça qu'à de l'inconscience. Et comme on est aussi, lui, il était conscient de son talent. Il disait, mais je vais faire ça parce que il avait ce profil unique. Thomas. C'était un des meilleurs joueurs de pick and roll. De tout, de FIBA. Oui, basket FIBA. Donc, simplement. T'as raison. Et donc, c'est pour ça que iconique, à minima, par tout ce qu'on dit. Légende parce que il est dans le roster champion d'Europe. On l'a tendance à l'oublier. Il est dans ce roster-là, donc il a la médaille, il a ce titre de champion d'Europe. Et puis il y a cette Coupe du Monde en Espagne où il tape les Espagnols qui sont coachés par un Pimpoy, mais c'est pas notre problème. Et il met ce tir incroyable. Et puis il y a toutes ces fins de match, toutes ces gestions.
Thomas Hurtel, avec l'équipe de France, on a beaucoup de souvenirs. Et après, il y a plein de gens qui regardent pas l'Euroleague parce qu'il est parti très tôt du championnat. Mais Thomas Hurtel, ses plus grands moments, finalement, en carrière, c'est avec l'équipe de France. Est-ce qu'on n'a pas envie de le mettre en légende? C'est un super débat. Alors, pour être tout à fait honnête, pour moi, iconique. À côté de Tonio Rigaudot. Ouais, pour moi, on a créé iconique Moi, pour Thomas Hurtel. j'ai beaucoup plus. Antoine Rigaudot est une légende du basket français en équipe de France. Et je pense que je suis en plus j'ai vu toutes ces générations, ces deux générations-là, celle de Rigaudot et celle de Hurtel. J'ai bien plus de souvenirs marquants et positifs avec Hurtel qu'avec Rigaudot. Moi, j'en ai avec Thomas. Mais, alors, t'as 2 ans de moins que moi. Mais moi, je me rappelle de Sydney. Mais les 31 points contre la Chine, c'est un moment iconique. Peut-être que toi, ça te paraît trop loin. C'est moi qui l'ai cité tout à l'heure. C'est un match énorme. Contre Team USA. Et à l'époque, c'est pas les Team USA aujourd'hui où on a 15 joueurs NBA et qu'on les regarde les yeux dans les yeux. Team USA, on a encore 2 doigts de prendre des selfies avec eux en 2000. Quand il met le tir à 3 points et qu'il provoque le temps mort de Team USA parce qu'on revient à 4 points, c'est des tirs, c'est Antoine Rigaudot. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même des trucs marquants. Alors peut-être que les plus jeunes d'aujourd'hui, ils sont plus impactés par Thomas Hurtel que par Antoine Rigaudot. Mais il faut se rendre compte de ce que c'était Team USA en 2000. Mais la tier list, Steph, c'est pas l'histoire du basket français. C'est l'équipe de France. Tu me parles d'une compète, certes, où Rigaudot est magnifique et je m'en souviens très bien. En 2000, j'ai 18 ans. J'avais pas encore commencé à perdre la mémoire et j'avais même encore des veuches. Mais Thomas Hurtel, sur les 10 dernières années avant jusqu'à Berlin, où il nous régale, il y a quand même des moments à lui qui n'appartiennent qu'à lui. C'est vrai. C'est un vrai débat. Parce que mon souci, c'est que la ligne iconique a été créée pour Thomas Hurtel. Donc je vais pas changer maintenant. Tu as que des excellents arguments. Moi, c'est pour ça qu'on est 3. C'est pour ça qu'on est 3. Un nombre impair. J'ai pas dit que je le mettais en légende. Je dis que iconique, c'est un minimum pour lui. Okay. Maintenant, légende, est-ce que c'est pas un peu trop? Mais encore une fois, si je me focus sur tous les derniers grands moments de l'équipe de France, il est souvent lié à ça. Après, si on le met en légende, il va être associé aussi à des mecs. Voilà. Alors je vous pose une question volontairement à 2 balles, mais est-ce que sa fin de parcours avec l'équipe de France, avec tout ce qu'on a connu, l'histoire de Russie et tout, ça peut entacher sa place dans l'histoire? Pas pour moi, parce qu'il a toujours montré un attachement et un amour pour l'équipe de France. C'est une décision qui ne lui appartenait pas. Tout le monde était au courant, là, connaît l'histoire. Donc, au bout d'un Thomas Hurtel, ils l'ont mis à l'envers avec cette histoire-là. Quand il est à Berlin, on sait très bien qu'il y a toute la FEDC qui va déjà les signer en Russie. Donc, il a toujours montré un attachement. Il a même dit il lui manque une sélection pour avoir 100 sélections. Qu'il était prêt. Il a les boules. Qu'il était prêt même qu'il était prêt à revenir en équipe de France. Il a ouvert des portes. Donc Thomas a toujours montré un attachement à l'équipe de France. Donc pour moi, ce qui s'est passé avec la Russie, c'est pas de sa faute. Ok. Alors que quand Freddy Fotou prend la succession de Vincent Collet, il est questionné aussi sur Thomas Hurtel. Et il était plutôt ouvert à ce que Thomas. Tu m'étonnes. Cette connexion paloise, il y a que cette connexion paloise. Freddy Fox et Thomas Hurtel, 2 bons loustiques. On avance puisque donc il est iconique. On est d'accord. Il est iconique. Pour Andrew LBC juste avant, le chat a donc délibéré. Il est dans la famille. Voilà, je vous donne le résultat à 70% sur Twitch et sur YouTube. On enchaîne avec Ali Traoré, messieurs, qui est des campagnes olympiques, qu'on a vu avoir de l'impact aussi ici ou là avec l'équipe de France. Où est-ce qu'on met ce bon vieux Ali? Ali, il a souvent été avec une concurrence assez gaillarde sur l'équipe de France. Donc, il a eu des campagnes. J'ai des souvenirs de lui avec le maillot bleu. Je pense que je vais aller sur respect pour Ali. Respectfully, Ali. Je vais aller sur respect. Fantasy scoreur, des mains en or. Respect, il y a cette campagne à Londres où il est blessé, le bougre. Il a une entorse à la cheville, mais c'est les Jeux à Londres, il va absolument pas les louper. Et je dis pas qu'il ment au staff, mais il fait en sorte de cacher un peu sa blessure pour absolument. Ce qui est normal quand c'est normal parce que t'as envie de faire les Jeux et donc il passe un peu à côté de la compète, parce qu'il est pas à 100%. Respect parce que c'est main magique, parce qu'il a eu des séquences avec l'équipe de France où il a mis des filoches, tu dis, avec ses hook-shots à 5 mètres. Tu dis mais d'où ça sort tout ça? Voilà, respectfully Ali Traoré. Respect pour Ali. On enchaîne un petit peu avec alors lui, c'est la question pour Babac, c'est légende évidemment, mais est-ce qu'il peut passer le cap du GOAT? C'est la grande question qu'on va se poser maintenant. Alors au paddle, non, il est ni GOAT ni légende. Respectfully. Babac, le capitaine, le leader. En fait, par contre, il est GOAT. Ah ouais, voilà, le leader iconique. Je vais pas refaire il est de toutes les bonnes histoires de l'équipe de France aux côtés de Tony Parker. Est-ce que c'est lui avec lequel tu hésites? Non, c'est pas lui. Très bien. Bon, alors on le met en légende assez normal. Enfin, je veux dire, pas trop de débat en fait. Il y a pas de débat. Je sais même pas si j'ai besoin de discuter. Non, pas vraiment. Il y a des mecs, de toute façon, ça va être évident. Et Babac fait partie des légendes. La question, c'est est-ce que Babac a déjà été dans un en 2006 au Japon là. Au Japon en 2006. Japon, il est dans le 5. Il finit un Euro aussi très jeune. Je crois que c'est 2003. Non, 2000. Je sais plus lequel il finit dans le meilleur 5 d'un Euro aussi.
où il joue contre Kirilenko, les Russes, il met des tomards et tout. Sachez que pour être dans les légendes, on s'est un peu dit qu'il fallait être récompensé individuellement. Donc MVP c'est évident, ça. Hein. Mais voilà, meilleur scoreur dans le 5 majeur du All-Star Game, j'ai dit n'importe quoi. Et parfois je me dis on est complètement fou. Donc Babac légende, ça vous va? On avance. Oui. Très bien. À l'unanimité. Je vois le chat, hein. Tout le monde dit aux portes du GOAT. Légende, mais aux portes du GOAT. Je pense qu'on est plutôt là-dessus. Il a toujours été avec Tony Parker en équipe de France au service de Tipeee. Tout à fait. Charles Cahudi. Multimédaillé lui aussi. Alors, est-ce qu'il est la famille? Est-ce qu'il est respectfully? Charles, c'est la famille. Ok. C'est la famille déjà par le nombre de médailles, parce qu'à un moment donné il y avait une stat folle, c'est que dès que Charles Cahudi était dans les 12 avec l'équipe de France, il y avait médaille au bout, c'était un peu le porte-bonheur de Vincent Collet, parce qu'on se rappelle de ses séquences défensives quand il l'envoyait au charbon, parfois il restait assis 40 minutes, mi-temps incluse, et on l'envoyait en deuxième mi-temps, gros, faut que tu prennes lui parce qu'il est un peu chaud. Charles, il arrivait, l'homme, son surnom, qui est Ali Traoré d'ailleurs, c'est Ali Traoré qui avait trouvé ce surnom-là, parce que torse nu, je pense que tu pouvais voir tous les muscles de l'être humain sur Charles Cahudi, les missions défensives qui s'est envoyé, toujours un bon petit tir à 3 points à 0 degré dans les bons moments. Quand t'as ce nombre de médailles là, pour moi c'est la famille. Ok, la famille pour toi aussi. Charles, la famille parce que dans les petits papiers de Vincent Collet, mais toujours prêt à rendre service à ce maillot bleu dans des rôles. Il est jamais dit un mot. Jamais à vouloir prétendre un autre rôle qui est même parfois un peu pointé du doigt dans la presse. Ouais, il est là, on le prend. Mais en fait, tu joues rarement à 12 et il faut toujours des mecs de rôle. Et Charles a toujours très bien fait. En plus, au demeurant, c'est un mec en or. Bien donc sûr. Voilà. La très famille. Bien. Charles Cahudi donc. Charles. Et côté la famille. J'avais rien à rajouter. Je l'aurais mis dans la famille lui aussi. Evan Fournier. Evan qui a eu 2 carrières en équipe de France. Après la retraite de Tony Parker, il est le leader avec Rudy Gobert de la génération 92 et des multiples médailles à partir de 2019. Où est-ce qu'on place ce bon vieux Evan Fournier? Légende, mais légende avec un astérix parce qu'il n'a jamais rien gagné avec l'équipe de France pour l'instant. Mais ça reste une légende de par ce qu'il est, de par les 2 médailles olympiques où il est le leader de cette équipe de France. 7 médailles aussi de bronze, qu'un goût amer, mais il fait une Coupe du Monde 2019 de très... Il finit dans le meilleur 5 en 2019. Hein. De très très haut niveau. Donc parce qu'est Evan Fournier, parce qu'il dégage, par le leadership qu'il a pris naturellement après le départ de Tipeee, je le mets légende, mais c'est légende avec un astérix, il y en aura d'autres, de joueurs comme ça, parce qu'il a, et de son propre aveu aussi, il est frustré parce qu'il n'a jamais gagné. Pourquoi tu mets un astérix? Donc il est sans iconique alors, si c'est légende avec un astérix. Moi c'est légende, titre ou pas titre, je m'en fiche. Au bout d'un moment, il n'y a qu'un seul titre, donc on va pas... Tu vois, il est dans les légendes, sont easy quoi. Moi, il est vraiment légende. Easy, les 2 médailles olympiques. Tu vois, autant pour aller dans GOAT, il faut un titre. Autant t'as 2 médailles olympiques. C'est donc avec la génération là, c'est les seuls. Et c'est le leader de cette équipe-là. Il a eu parfois des mots très durs. C'est aussi lui qui a participé là à Paris 2024 au renouveau de l'équipe de France à Paris. Pour moi, c'est légende, mais genre il y a même pas de débat. Hein. Enfin. Légende, c'est ce que je dis en fait. L'Astérix, c'est pas pourquoi. L'Astérix, parce qu'il y a une finale perdue de l'Euro il y a une finale perdue de l'Euro face aux Espagnols. Avec un Euro, on joue très mal au basket. Il y a une Coupe du Monde dramatique où c'est encore lui le leader. Bon, voilà, il y a des choses. Il y a 2 médailles olympiques. Il s'est passé des choses aussi avant et après. Il y a un Euro aussi qui est très mauvais, je crois, qu'il y a en Allemagne ou en Turquie où on perd contre les Allemands. Où Babac prend un contre, un Tomard de Daniel Theis sur la truffe. 2017, je crois, c'est Evan, le leader aussi un peu de cette équipe-là. Maintenant, quand tu parles d'Evan Fournier, t'as ces matchs où il met des 25, où il met des 30 pions. Paris 2024, où c'est un rôle un peu plus compliqué pour lui. Ce tir à 10 mètres contre les Allemands ou le Canada? Canada. Et là, il se retourne comme ça. Il y a des trucs marquants dans la carrière. Paris 2024, l'orgueil d'Evan. Oui. Parce qu'il est pas dans une shape. Il est pas dans une shape de dramatique. Avec Vincent, il y a de l'huile sur le feu. Ouais. Je peux te garantir, c'est pas qu'un peu. Donc, c'est très compliqué. Il est sorti du banc. Il est dans un rôle qui sort complètement de ce qu'il a l'habitude de connaître. Il a jamais lâché, gros. Il a jamais lâché attitude. C'est lui qui fait péter un peu aussi la révolution en interne avec la gouvernance de la Fédé. Donc Evan magnifique, mais après oui, il a eu des périodes un peu plus compliquées avec l'équipe de France. Pour moi, c'est vraiment les légendes sont. Mais on fait un peu la rétrospective de sa carrière en bleu. Il est le leader avec Rudy de la meilleure période de l'histoire de l'équipe de France. Alors il y a pas de titre. Mais faire 2 médailles olympiques et 2 médailles en plus sur une Coupe du Monde et sur... en fait, c'est la meilleure période de l'équipe de France qu'on est en train de vivre. Et il loupe des JO où il y a ce TQO à Manille et lui il se presse de signer son contrat justement pour être dispo et il est pas pris vers Vincent Collet. Ça avait fait une première coupure entre les deux. Mais t'as raison de dire ça. Moi, ce que je dis juste, et c'est comme c'est la réalité, et c'est lui-même qui le dit, c'est que il n'a jamais rien gagné avec l'équipe de France. Alors,
2 médailles olympiques, c'est extraordinaire. On n'aurait jamais rêvé ça. Oui. Quand on l'a fait en 2000, on a l'impression que ça tombe du ciel. Eux, ils en font 2 en 2 Olympiades. Ils sont vice-champions d'Europe malgré tout, parce que même en jouant mal, finalement, ils vont réussir à s'offrir une finale, Ils font une magnifique Coupe du Monde. Médaille de bronze à la Coupe du Monde où il a la haine, où il met sa médaille dans ses chaussettes. C'est une légende. Voilà. C'est une légende. C'est une légende. C'est certainement pas iconique, il est au-dessus. Y a pas de problème. C'est une légende sans aucun doute. On enchaîne du coup avec Flo Pietrus. Intéressant le Flo, parce qu'il a la longévité, il a le palmarès. Il a absolument tout. Donc, je suis très curieux de vous entendre pour savoir où vous mettez Flo Pietrus. Stephen. Si je reprends les arguments d'Erwan sur Evan Fournier et sa petite astérisque, Flo Pietrus, pour moi, c'est la légende de l'équipe de France parce qu'il a gagné. Parce que il fait partie des meilleurs soldats de Tony Parker, parce que défensivement sur le poste 4 il a éteint les plus grands joueurs de l'histoire du basket FIBA, à commencer par Dirk sur un match, il l'a éteint, il a été envoyé au paletot sur les frangins Gasol, parce que moi j'ai aucun reproche à faire à Flo Pietrus, et que l'histoire de l'équipe de France c'est Tony Parker, mais il y a des mecs autour de lui, il y a Babac, et le troisième nom que tu proposes c'est Flo Pietrus, donc pour moi il est légende de l'équipe de France. Ça me va. Tu dis quoi, Erwan? Ouais, légende. Dans un rôle sombre, obscur, et on en a besoin pour gagner des titres. Donc Flo Pietrus soit en légende. Attendez, je redescends là parce que je voulais juste revoir le nombre de sélections des recordmen plutôt de l'équipe de France. Voilà, j'y suis. Donc Hervé Dubuisson est toujours premier à 259, Jacques Cachemire 250, Babac est à 247 et Flo Pietrus est à 230. C'est le 4e joueur le plus capé. Bon, pas besoin d'en rajouter plus. Flo, peut-être certains auraient pu dire, mais il a jamais eu le rôle d'un tel, il a jamais été en première ligne, non, mais etc. Il finit jamais dans un meilleur 5 et tout, mais après, il a jamais eu le rôle. Si tu le mets en première ligne et tu lui dis Flo, tu peux prendre 5 tirs à 3 points, je suis pas sûr qu'on fasse autant de résultats avec l'équipe de France, hein. Et alors lui, parfois, il en a souffert, parce que combien de fois je faisais des concours de tir, il me dit, mais Steph, moi je peux chuter à 3 points, mais bon. Et il est à droit, on m'autorise pas, donc parfois il était un peu frustré. Mais bon, il s'est attaché ce rôle à merveille, et en protecteur de cercle, où il y a eu Jim Bilba, on en parlera peut-être après de Jim Bilba, je sais pas s'il est dans les 30, mais l'après Jim Bilba, c'est Flo Pietrus, hein. Clairement. Très bien. On avance. Flo Pietrus est donc une légende de l'équipe de France. C'est rassurant quand même. Mathias Le Sort. On va sur une jeune génération. Plusieurs compètes, hein. Mathias, on l'a vu en 2019. On l'a vu évidemment être ultra impactant. Alors on le met où, Mathias? C'est la famille? C'est respect? C'est iconique? Non, c'est pas respect, parce que Paris 2024 est trop marquant pour que le mettre que dans le respect. La destruction des Allemands et des Canadiens. Donc moi c'est minimum la famille, et je suis en ballottage pour iconique en fait. Qu'est-ce qui le ferait passer dans un truc iconique, Erwan, pour toi? Les prochaines compètes de l'équipe de France. Alors pas à l'Euro. Merci, je vais finir. On refera une tier list alors. Il a pas 39 ans. Il a pas 39 oui, mais bon, ans. on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, pour moi, c'est la famille. Okay. Il deviendra iconique, voire peut-être plus, mais aujourd'hui, c'est la famille. Très bien. T'es d'accord avec ça? Je suis d'accord avec ça. Il y a ses regrets à la Coupe du Monde aux Philippines, parce qu'il se fait une entorse de cheville, et Vincent Collet il sort d'une saison énorme en Euroleague, et Vincent Collet attend parce qu'il sait que Mathias peut faire des carnages, et donc il l'attend trop longtemps, et il revient, il a quasiment pas l'entraînement, et cette compétition il la loupe un peu parce qu'il est à court de rythme, et qu'il a pas tellement travaillé avec cette équipe-là. Donc si la Coupe du Monde avait mieux tourné aux Philippines et l'équipe de France avait fait éventuellement podium, peut-être qu'il serait monté d'un cran, parce que ça aurait été une médaille supplémentaire. Pour tout ce qu'il a fait à Paris 2024, lui, Gershon, Isaac, Ordinier et les joueurs de Euroleague, tu gagnes une ligne facilement. Ok, bon, très bien, Mathias et la famille. Je regarde si parmi vos commentaires, si certains ont changé. Il y a pas mal de mecs qui parlent de respect plutôt pour Mathias. Nous, on va le garder dans la famille, et on fera des ajustements s'il y a trop de monde dans la famille. On enchaîne avec un autre mec, c'est Franck Ntilikina, messieurs. Oh Francky, vas-y Francky. Franck, le rendez-vous manqué, mais en même temps, il est tout le temps là. Il prend les médailles, hein. Il prend les médailles, les mecs. Et il a des moments iconiques, évidemment. Le France-États-Unis 2019. Qui change complètement. Ouais. C'est une bascule psychologique pour le basket français, hein. Non, mais. Franck, c'est. Il est dur, celui-là. Il est très dur parce que, bon, il y a cette Coupe du Monde 2019. On l'a en interview d'ailleurs, une interview qui n'est jamais sortie parce qu'on a eu un problème de son. Tout à fait. Un des pires moments de l'histoire de First Team. Il y a les images, on peut mettre les images, si vous voulez. Et ceux qui lisent sur les lèvres, ils peuvent. Mais moi, j'ai souvent été frustré avec Franck Ntilikina en équipe de France. Donc je vais mettre respect parce que c'est un joueur supérieur avec un talent, mais un talent qui pour moi il n'a jamais réussi à transvaser avec ce maillot bleu. Alors il l'aime, c'est un défenseur, et dès que tu parles avec les joueurs de Franck Ntilikina, tout le monde te dit ouais mais il a un profil unique, ce grand défenseur qui peut tout faire, qui peut mettre des paniers, qui peut éteindre des mecs, qui peut créer, mais on l'a pas assez vu. Pour moi, je vais mettre respect pour Franck Ntilikina. Moi aussi je mets respect pour un truc, c'est que les actions marquantes, elles commencent à dater, alors qu'il a toujours eu
sa chance ensuite. Et Paris 2024 aurait dû être, tu vois, limite, il aurait dû être sacré meneur titulaire de l'équipe de France, défenseur, machin. Il a pas réussi à... il met un petit air à 3 points en équipe. Il a remettre un panier. Même Thuram, il a mis 2 buts en demi-finale de Coupe du Monde. Il met du jus en quart de finale à l'échauffement aussi. Moi, je mets respect. Respect, ouais. Respectfully, Frank. J'ai hésité entre la famille et respect, mais respect parce que j'en attendais plus, en fait. Exactement. J'en attendais beaucoup plus, et à un moment donné, il y a pas une compétition où, Franck, est là, toute la compétition. Il y a des flashs de Franck Ntilikina, mais il y a pas, oh putain, il a fait une compétition exceptionnelle. Du début à la fin, il a été énorme. Ça a été le leader numéro 1 de cette équipe de France au poste de meneur de jeu. C'était les attentes qu'on avait pour lui. C'était les attentes qu'il nous avait plutôt promis, même si son passage en NBA est délicat. Il s'est un peu relancé au Partizan Belgrade avec Zeljko. Pourquoi tu fais la moue? Ça me gratte. Il s'est relancé au Partizan Belgrade avec Zeljko Obradovic, où ils font une saison plutôt correcte, et au moins il fait une saison entière, où il joue des matchs, parce qu'il y a aussi besoin de ça aussi, qu'il fasse des saisons complètes. Mais écoute, moi j'attends à un moment donné une compétition au niveau des promesses du talent des joueurs. On verra s'il sera à l'Eurobasket. Ça a été l'un des joueurs qui, comme certains l'ont été dans les papiers de Vincent Collet, mais qui a été le plus aussi dans les sélections, quand la presse en parlait, le plus, pas décrié, mais le plus contesté, le plus, pourquoi, oui, c'est vrai. Tu vois, il y a souvent eu des débats autour de la présence ou non de Franck Ntilikina en équipe de France. Allez, on enchaîne les amis, ensemble, je rappelle, vous êtes en direct avec nous sur Twitch et sur YouTube. Si vous regardez en replay, on vous attend. Rudy Gobert, franchement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de débat pour Rudy. Moi, c'est légende. Merci. C'est légende de l'équipe de France, Rudy Gobert. Alors, les gens ont peut-être en mémoire juste la mémoire très fraîche de Paris 2024 où ça s'est pas très bien passé, mais ça serait oublié que il fait Tokyo, c'est carnage, et qu'à Berlin, il est exceptionnel. Berlin est exceptionnel. Ça a été un des meilleurs pivots des compétitions FIBA pendant deux, trois compétitions à la suite. Ça a été un game changer en équipe de France. Cette protection de cercle, ce pick and dive alley hoop qu'on n'avait pas et qu'on n'avait jamais eu auparavant. Donc décrié par beaucoup de monde, mais il y a eu 5-6 ans en équipe de France où Rudy Gobert, c'est tout là-haut. C'est tout là-haut, et rien que pour ça, pour moi, il est légende de l'équipe de France. Et il prend une place dans le meilleur 5 de l'Eurobasket 2022. Et on a, dans les moments très iconiques, il y aura toujours ce match face à Team USA 2019 où il fait la bascule. Après, s'ils ont envie de jouer avec 5 mecs de 1m80, c'est leur problème. Mais Rudy les avait détruits. Grand moment iconique. C'est cette génération 92 associée à Evan Fournier qui est l'une des générations les plus victorieuses, en tout cas en termes de médailles et de résultats. Il leur manque, comme avec Evan, un titre, mais Rudy Gobert, légende, point barre. Hein. Exactement. Et je lis vos commentaires, évidemment. Rudy est toujours très décrié pour son manque d'adresse, son manque de toucher, ce genre de choses en attaque. Il n'empêche qu'il est le deuxième meilleur joueur sur la campagne, sur les 5-6 dernières années. Donc il y a absolument rien à dire dans cette décision de le mettre parmi les légendes. On avance un petit peu avec un autre pivot là. On est chez les pivots apparemment. Je crois que le prochain, tu peux me le remettre s'il te plaît, Polo, c'est Fred Weiss. Alors Fred Weiss, bien sûr, fait partie de l'aventure de Sydney 2000. On l'a vu revenir aussi après avec l'équipe de France, et qu'en 2005 il est là, et heureusement qu'il est là, hein, heureusement avec le bandeau. On le met où ce bon vieux Fred, Erwan? La famille. Ouais, la famille. Médaillé olympique à Sydney, il fait une très bonne campagne. Alors oui, il y a ce dunk de Carter, mais il fait une bonne campagne. Il est très bon contre, je crois, les Australiens. Il est détruit. En face, il y a Luc Longley. Je crois qu'il fait un énorme game. C'est un bœuf, Longley. Ouais. Oui, c'est surtout le pivot des Bulls de Jordan. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais? 2 ans plus tard. Alors, t'es il passe à côté de la blague ou je rêve là? Oui, bœuf Longley, oui. Ouais. Rigole. Ah ouais, j'avoue même pas un sourire. Je pense premier degré. C'est quand même le pivot de. Non, mais pas du tout. Mais je suis passé à autre chose. Ah, faut faire un. C'était drôle. Faut faire tourner un chapeau. C'était bref. Attends, il nous a sorti une tech incroyable. C'était surtout le pivot titulaire des Bulls de Jordan. C'est incroyable ça. Bonne info, Erwan. Vous êtes fous en fait. Bon bref, en tout cas, énorme pendant les Jeux Olympiques dans des matchs importants. Et puis son retour, il avait fait kiffer son retour. On était en manque d'ailleurs de gens sur le poste intérieur. Donc la famille, clairement, un mec médaillé qui a eu des médailles avec l'équipe de France. Donc pas de problème. Premier grand big man de l'histoire de l'équipe de France à partir des années 2000. Donc on avait besoin de lui. Écoute, c'était soit la famille, soit c'est quoi, iconique. Ouais. Bon, écoute. Famille. On se met sur la famille? Non, sur la famille, soit respect, moi c'était. Ah oui, moi sur la famille. Il mérite largement la famille. Les gars de Ciné 2000, de toute façon, au bout d'un moment, merde. Bien sûr. On enchaîne avec Gershon Yabusele. Cas intéressant, Gershon, parce qu'il est jeune. Forcément, il a pas tant de compétition, mais à chaque fois qu'il joue, il est exceptionnel. On se souvient à Berlin, Erwan, il avait été magnifique. Évidemment, il est le meilleur joueur des JO 2024 pour notre équipe de France. Où est-ce qu'on le place avec sa jeune carrière en équipe de France? Rien que pour les Jeux 2024 et son Thomas sur les LeBron James, c'est iconique.
Ah, bah, c'est au moins iconique. À minima. Non, Est-ce que ça peut être plus pas légende, Bah, arrêtez, non, arrêtez. c'est une question qu'on... On va argumenter. Mais Arrêtez. moi, c'est une question qui se pose. sur Thomas, sur LeBron, déjà oui, c'est iconique. Pour moi, de toute façon, Gershon, c'est iconique. Le débat, c'est iconique ou plus. Plus ça fait, il lui reste du temps. Il fera encore une. Il faut quand même. Il fera pour encore être une. légende. Exactement, je suis d'accord avec toi. Il fera encore une Olympiade à LA. Il y aura encore un Euro, une Coupe du Monde à jouer aussi avec l'équipe de France. Il est clairement installé sur le poste 4. Quand on a vu que Victor et Rudy ne pouvaient pas jouer ensemble et que Victor sur un poste 4 en FIBA, c'était un peu plus compliqué. Donc je pense qu'il est installé sur ce poste-là pour encore pas mal de compétitions. Il est iconique. Il y a de grandes chances qu'il finisse légende. Il peut finir légende. Alors cet été, il y a une compétition où il va être peut-être sûrement le go-to-guy de cette équipe-là. La bascule iconique légende, elle peut se faire cet été. S'il fait carnage et que l'équipe de France a un bon résultat et c'est Gershon Yabusele le meilleur score de cette équipe-là et qui continue sur sa lancée de Paris 2024 et de ce qu'il a fait aux Sixers, il pourra peut-être pas le basculer. Watch out. Mais pour l'instant, moi, ça reste iconique. Parce qu'il est encore jeune en équipe de France. Ça peut pas aller plus haut. Respectfully. Hein, Respectfully, Gershon. Attends, Gershon, il sait, c'est la famille de fous. Donc, pour l'instant, iconique pour Gershon. On avance, on retourne dans les vieilles années. Un gars qui a donc, lui aussi, fasciné. C'est Lolo Forest qui a fait beaucoup de compètes aussi, hein, après quoi. On le met où, Dimeco? Iconique, forcément. Iconique. Lolo Forest, Erwan. À Marseille, t'es obligé de commencer. À l'USPEG, on embrasse le club de l'USPEG. C'est là, moi j'ai joué. Attends, l'USPEG, ce qu'il y a. Lolo Forest, pour moi, c'est comme avec Alain Digbeu. Alors lui, il fait les jeux. Ça change tout quand même, les non jeux de Sydney, ça change tout. La meilleure paire de Lolo Forest, je pense que c'est pas en 2000 en tout cas, parce qu'il y a des gens devant lui. Il va être très bon à des moments où l'équipe de France est dans un creux. Ouais, il est acteur de cette défaite contre le Liban, Lolo Forest. On rappelle que l'équipe de France a perdu contre le Liban quand même. Le micro, sinon, Stephen, ça te peut parler dedans. C'est que c'est meilleur. C'est après, mais l'équipe de France gagne pas. C'est dans des creux de l'équipe de France. Je suis en train d'avancer le siège de Steph. Il parle dans le canapé du First des Shows, le mec. 20 ans de métier, j'avais vu ça. Donc pour moi, Lolo Forest, encore une fois, c'est des mecs qui en club ont bien plus brillé qu'avec l'équipe de France. Donc, respect pour moi. La famille quand même, Lolo Forest, parce qu'il est de Marseille, de Marseille. l'USPEG. Ah ouais, d'accord. Bon. Donc ça veut dire que Si c'était la Motte-la-Jolie, c'était respect direct. Après gros, moi je le mets famille. J'ai assisté à des sélections, des élections pardon, de joueurs de l'année où on m'a mis des trucs en face. Lâche des noms. Non, je lâche pas de nom, mais merde quoi. Bon alors du coup on fait la famille ou respect? Moi la famille. Respect pour moi. Vous mettez dans la merde. Ouais, alors, non, mais c'est respect, ça a plus de sens. Ok, Lolo Forest a une carrière fantastique non, mais en bien club. sûr, mais le seul truc c'est que il y a une médaille olympique et donc par rapport à d'autres, tu vois ce que je veux dire, c'est ça qui parfois. C'est pas le meilleur joueur à Sydney, c'est pas le deuxième, c'est pas le troisième, c'est même pas le quatrième meilleur joueur aux Jeux Olympiques à Sydney. Très bien. Alors respect pour Lolo Forest. On rappelle un respect, c'est on est dans les 30 meilleurs joueurs de l'histoire de l'équipe de France depuis 2000. Coupe de cheveux iconique par contre. Ça au vent. Toujours, hein, et toujours aujourd'hui d'ailleurs. On l'a vu, on l'a croisé au mariage avec Erwan. Et là, il est en forme. Il avait la dotation de l'équipe de France au pied, les Jordan blanches, les chaussettes. Sacré Lolo. Sacré Lolo. Exceptionnel. On enchaîne avec un autre ailier. Isaiah Cordinier, qui sort des JO exceptionnels. Je suis curieux de vous l'entendre. Le placer. Iconique. C'est très tôt. C'est très tôt. C'est prématuré presque. C'est très tôt. Mais je peux pas m'empêcher que c'est ce qu'il a fait au jeu, la manière dont lui, il a inversé la tendance qui lui était promise d'être un défenseur, était un pouce-ballon. D'avoir été dans le 5 majeur, c'est stop tir qu'il met face au Canada en quart de finale pour emmener toute la salle avec lui, pour emmener l'équipe en disant au bout d'un moment, la récitation de système qui nous amène à rien, on va casser ça, on va changer notre propre histoire. C'est lui qui est un petit peu l'artisan de tout ça, personnellement et collectivement. Il le fait au meilleur des moments dans des Jeux Olympiques. À Paris, il est magnifique en quart de finale. Il est encore magnifique aussi sur le début face aux Allemands. Donc moi je le mets déjà iconique. Moi j'ai un peu de mal à le mettre iconique pour 2 matchs. Tu vois, je trouve que 2 matchs. Mais c'est des Jeux Olympiques. Oui, je suis d'accord, mais pour l'instant c'est trop tôt. Pour moi, c'est la famille. Isaiah Cordinier, ça demande confirmation encore cet été. Pour moi, tout ce que t'as dit, c'est vrai. On a tous vibré, il nous a régalé. Quand il arrive à remonter la balle aussi, qu'on peut plus passer la ligne, c'est lui qui le fait. Oui, mais on oublie un peu la finale qui manque complètement. Tu vois, c'est aussi ça. Il passe à côté de sa finale. C'est pour ça qu'on est 3. Pour moi, c'est la famille, Isaiah Cordinier. Moi aussi, je le mets dans la famille. Et là où je rejoins Erwan, c'est que c'est une vraie question dans la tête. Est-ce qu'on peut le faire passer un cap, etc. C'est une seule compétition. Pour moi, c'est trop. Voilà. Les champions. Bah voilà.
Voilà, échantillon un peu Je vous entends. un peu trop court. Mais il fait ça quand même dans des matchs. Pour moi, c'est pas que 2 matchs, c'est un quart de finale de Ligue des Champions, j'allais dire, de Jeux Olympiques et une demi-finale de Jeux Olympiques. C'est pas rien en fait. Mais c'est pour ça qu'il est de la famille par respect, tu vois. Après, il est rattrapé par ses émotions. Au final, t'as raison. La famille, à coup sûr. Mais vraiment, c'est plus qu'il a. La famille, c'est pas honteux. Il y a Mathias Le Sort Non, dans la non, famille. mais il y a rien d'honteux. De toute façon, même respect, il y a pas de. Ce que je veux dire, c'est que c'est plus que des bons matchs qu'il a fait sur le quart et la demi. Il a insufflé un truc. On était dans la salle. Tu vois ce que je veux dire? Quand il se stoppe à 3 points, une fois, 2 fois, et que les mecs en face, ils disent, ah ouais, d'accord, en fait, ça va être. On l'a pas scouté, ouais. C'est qui, lui? Tu vois? Ah, Et que quand on a des galères pour jouer, pour les Il mener. arrive au micro, il dit, c'est la Kaira, Ah c'est ouais. la Kaira. Non, mais c'est très iconique, hein. Oui. C'est très iconique. Mais c'est Mais pas c'est le assez- moment qui est iconique, c'est pas la C'est pas service. assez, voilà. Il est pour l'instant dans la famille, d'après moi. Voilà. Mais il peut aller dans l'iconique très rapidement. S'il passe les 12, Après, si vous pour le attendez basket. qu'il gagne les Jeux méditerranéens pour que ça soit iconique, bon, au La bout d'un Gold moment, Cup, peut-être. ah ouais, allez vous faire foutre. Je suis de la Côte d'Azur, avec Antibes, quoi. Les Jeux méditerranéens, ouais. Ah, n'importe quoi. Bon, on avance avec Jololo. Je ferai le Ouais, Jololo Jololo, il est toujours là, hein. Champion d'Europe. Geoffrey Levergne, tout Champion à d'Europe fait. 2013, Jololo. Qu'est-ce qu'on en fait, Stephen, de Jololo? Titre de champion d'Europe. Médaille de bronze à Lille. Oui. Médaille de bronze à Lille où Campo Gasol nous détruit et qu'il en met 40. Sur sa truffe, entre autres. Hein. Et ça, c'est. Entre autres, ça, c'était dur à vivre. après tout le monde y est passé. Hein. Ouais, Rudy aussi, hein. Rudy, Flo Petrus, allez, Bien vas-y, sûr. essaye, gros. Bon, Bien sûr, ça bien n'a sûr. pas marché. Pump fake, énorme Thomas, tu te rappelles ce pump fake 3. Très dur. Mais qu'il a dunké, gros, avec la bouche. Jololo, il est pas très loin d'être dans iconique, mais il va rester dans la famille quand même. Ah, tu me fais la famille, quand même. La famille. Tu dis la famille, toi aussi? Ouais, la famille, ouais. Après, il disparaît trop tôt de l'équipe de France. Alors, problème de Vincent avait du mal avec son positionnement 5 ou 4, problème défensif, il savait pas faire défendre Geoffrey Levergne sur les pick and roll, mais quand tu fais partie intégrante, et il a un rôle quand même prépondérant au championnat d'Europe en 2013, c'était une autre médaille à côté, pour moi t'es à minima la famille. Oui. Moi, le seul truc qui. Alors, dites-moi ce que vous en pensez, mais. La génération 92 qui prend le pouvoir et qui sort là d'un run exceptionnel de 5 ans, il est 92, il est pas dans ce, il est pas dans ce truc-là. Donc, moi, ça me fait enlever un petit peu de crédit. De crédit pour le mettre dans la famille. Dans Jean-Marc Crédit, bien sûr. On dit GOAT, hein. Goat, on n'a pas le choix. Hein. Donc voilà, c'est le seul truc, tu vois, si je veux titiller un peu, il aurait dû faire partie de cette vague-là. Tu vois, avec Rudy, avec Evan. C'est pour ça qu'il est pas iconique et qu'il est la famille. Parce que c'est un mec quand même qui a un rôle dans un titre de champion d'Europe et qui fait une médaille aussi sur un Euro en France. Donc ouais, moi j'offrais la. Mais après on est frustré parce qu'il sort très tôt finalement de l'équipe de France et puis il sort très tôt. Il annonce pas, mais crois-moi qu'il sait qu'il va jamais revenir. Oui, hein. et puis il y a des mecs qui émergent aussi à son poste. Si personne avait émergé sur ce poste-là, peut-être qu'il serait resté plus longtemps. La concurrence est arrivée rapidement aussi pour Jololo. Ok, donc on le met dans la famille à 2 contre 1 pour mon vieux Jololo. On avance avec Vincenzo Poirietto, qui lui aussi a pris des belles petites médailles, Vincent Poirier, les gars. Alors où est-ce qu'on le met? Est-ce qu'il arrive à passer le cut de la famille? C'est ça la vraie question. Il a eu des rôles dans des moments importants. Il a parfois été sacrifié aussi. Hein. Crève-cœur terrible l'année dernière quand il se fait cette entorse atroce et qu'il va le priver des Jeux. Il est magnifique dans ce rôle de backup à Tokyo. À Berlin, il y est pas parce qu'il vient faire la pige en attendant que Mathias à Berlin, à la Coupe du Monde à Manille. il Il attend que Mathias revienne, il est parti dans l'entraînement et tout ça. À Berlin, il est bon, mais il a un petit rôle, même si on aurait aimé plus que lui. Et je pense qu'il va être pivot titulaire cet été en Europe. Je vais mettre la famille parce qu'en fait, par son rôle et par les compètes qu'il a raté par blessure ou par non-sélection. Moi, je vais mettre respect. Moi, je vais mettre respect aussi parce que, alors, pour un truc simple, regarde. Barré par Rudy déjà, donc très relou. Il a une médaille olympique, hein. Oui. Regarde derrière toi, Erwan. À Tokyo. N'oublions pas qu'on veut quand même que ce soit équilibré à un moment donné. On peut pas avoir la famille 19 mecs. Ah oui, donc ayez ça en tête. Il va falloir qu'on mette des mecs en iconique. Il va falloir qu'on mette des mecs en respect de la famille. On peut rester comme ça pour l'instant, mais à un moment donné, il va falloir qu'on choisisse. C'est respect. Parce que je pense que intrinsèquement, il avait le talent pour être pivot titulaire d'une équipe de France, sauf que devant, t'as des garçons comme Rudy Gobert, après Victor Wembanyama qui a émergé sur le poste 5 aussi. Il fait une saison avec la de l'UFS, gros, qui est exceptionnelle, qui est monstrueuse. Là, il va profiter de l'absence de Rudy et de Mathias Le Sort pour s'imposer sur le poste 5 titulaire. Malheureusement, on fait le classement avant l'Euro. Moi, j'attends un énorme Euro de Vincent Poirier. J'attends un énorme Euro de Vincent Poirier. Et il y a quelqu'un qui dit dans le chat, là, c'est Romain, il nous dit, si on met Levergne dans la famille, on doit aussi mettre Poirier. Vous en pensez quoi? Moi, je suis champion d'Europe, Jololo. Ouais. Tout à fait. Ah, mais il coûte cher ce titre. Médaille olympique. Et souviens-toi, quand on tape Erika en poule, quand il veut jouer grand Vincent Collet, il fait appel à Vincent Poirier qui peut jouer 4 et 5. Ouais, mais taper l'Américain, c'est pas mené un titre, gros. Ça a mené médaille olympique. Il faut savoir ce que vous voulez, les gars. Ça vaut quoi une médaille olympique? Il est bon à Tokyo, hein.
Il est bon, oui. Il est bon. Et derrière, il est vice-champion d'Europe. Mais toi, il a 2 médailles, Vincent. Toi, ça fait 35 minutes que tu nous sauces le titre de champion d'Europe 2013. Et là, tu rebascules pour mettre... Mais c'est parce qu'on n'est pas dans les mêmes catégories. Il a changé. On n'est pas dans les mêmes... Au plus on descend dans les catégories, au plus on ouvre le spectre. C'est normal. Le spectre. C'est normal. Respectfully. À non pas confondre avec le spec. Alors, j'ai envie de le mettre dans la famille, le Vince. Voilà. Toi, t'as dit quoi, toi, déjà? T'as dit respect. Respect, grand respect. Grand respect. Donc, pas loin de la famille. Il y a des petits respects, là, sur des... Non, il y a que des grands respects. Ouais, que des grands respects. quelques-uns. Ok, on laisse dans le respect pour l'instant, on verra si ça change. Lolo Ciara. Lolo Ciara, mec, parce qu'il a fait Paris en 2000 à Sydney, mon garçon, où il a mis à l'amende tous les meneurs de l'espace, sans tir derrière la tête, catapulte, filoché. Ça a été le meilleur meneur du monde. L'espace de 5 jours à Sydney en 2000, c'est légende pour moi. Quoi. Moi aussi, je mets Lolo Ciara légende. Il est le meilleur joueur de Sydney. Tu parlais du coaching tout à l'heure. Il avait pris aussi cet aspect-là en compte. Écoute, pour moi, c'est légende. Avec Rigaudot, les deux, faut le mettre en légende. C'est iconique ou légende? Alors moi, c'est iconique. Ok. Et on adore Lolo Ciara. On a la chance de le croiser quand on est à Monaco. Il nous régale toujours de ses histoires. C'est le genre de mec, tu t'assois à table avec lui, tu l'écoutes parler pendant 2 heures et tu te régales. Maintenant, il y a les Jeux Olympiques de Sydney, mais Lolo Ciara, il a pas fait que ça comme compète. Il y a des compètes, mon gars, où c'est quand même où l'équipe de France, chaque fois... Il a du mal à accepter l'émergence de Tipeee. Voilà. Ça s'est même très mal passé, disons. Mal passé. Puis même l'Euro 99 en France. Oui, mais ça compte pas dans le classement, c'est à partir de 2000. Bon. Ah, c'est... Oui, non, mais fort, il est fort. Il va au bout ton truc, quand même. Mais alors, il y a Sydney, mais cette génération-là, elle est sauvée par Sydney, mais c'est une génération de grands talents, de joueurs très forts au niveau européen, parce qu'il y a moins de joueurs en NBA, mais c'est des mecs qui souvent nous ont déçus. 99, l'Euro 2001 aussi, on va pas à la Coupe du Monde en 2001, en 2002. Donc, je mets iconique. Moi, je veux bien t'accorder l'iconique. Ouais, moi aussi. Je lâche un peu de l'aise, gros, sur l'iconique. Voilà. Ça me va. Iconique de Villepin. Iconique de Villepin, tout à fait. On enchaîne, les gars, avec Mustapha Fall. On a parlé de Vincent Poirier. On a parlé de John Lolo. C'est mon gars, Mousse. Bah, moi aussi, c'est mon gars. C'est vraiment la famille, hein. C'est pour moi le plus grand gâchis, d'utilisation de Mustapha Fall en équipe de France. C'est un mec qui a été le meilleur pivot Euroleague. Malheureusement, il s'est blessé là, mais pendant 2-3 ans, c'était le meilleur pivot. C'était l'arme atomique en Euroleague. Et il est arrivé en équipe de France, fatigué des fois de ses saisons. Très peu utilisé, mal utilisé, parce qu'à un moment donné, il y avait une compétition où en attaque, on était horrible, on était incapable de faire une passe comme ça à terre pour donner la balle à Mousfal, qui a du post-up, qui a une qualité de passe et qui forçait les prises à 2. Toujours très mal utilisé. Aujourd'hui, il n'a plus envie d'équipe de France parce que voilà, ils l'ont dégoûté l'équipe de France. Je vais le mettre dans respect, mais Mousse, il est dans mon cœur. Gros. Respect. Si on met Vince Poirier en respect, on va mettre Mousfal en respect. Mais c'est un mec qu'on adore en plus, hein. Mais voir un mec comme ça détruire l'Euroleague, jouer des 7 minutes, des 8 minutes, et voir derrière son utilisation en équipe de France, ça nous a d'ailleurs souvent mais du grain à moudre dans nos débats. Abondance de bien nuit parfois, bon, sur le poste de pivot. Il faut forcément sacrifier les gens. Hein. Rien à voir. N'importe quoi. Qui est le genre de Chelsea? N'Golo Kante. Ouais, voilà, N'Golo Kante. Ok, on le met dans le respect. Avançons, parce que le prochain, c'est un gros nom. Et il est très jeune, il a fait qu'une seule compétition, c'est Victor Wembanyama, les gars. Est-ce qu'il est déjà en légende? On le laisse en iconique. En fait, c'est ça la question. Ou en GOAT, hein, si certains sont fous. Il y a une compète, hein. Il y a qu'une seule compète. Il y a qu'une compète de Victor Wembanyama. Alors certes, il fait une finale magnifique contre Team USA. Moi, légende, pour moi, ça n'existe pas. Pour l'instant, la réflexion sur légende, pour moi, c'est iconique ou la famille. Pour moi, c'est iconique. Victor Wembanyama. Pour moi, c'est iconique parce que, alors tout à l'heure, on a parlé d'Isaac Cordigné sur le fait d'être excellent sur des moments clés. Bon bah là, briller face aux États-Unis dans la finale olympique que tout le monde regarde, ça te permet quoi qu'il arrive d'être dans iconique. Enfin, Isaac Cordigné a fait plus de compètes que Victor Wembanyama. Je sais bien, mais on parlait par rapport à Paris 2024. Donc Paris 2024 va suffire à Victor Wembanyama pour être dans iconique d'entrée de jeu. Moi, je pense que Victor, je le mets dans iconique. C'est le meilleur scoreur de l'équipe. On l'attendait comme un leader. Il a eu du mal, mais je me souviens aussi du match contre le Brésil où il est exceptionnel et c'est pour ça qu'on gagne. Je vous dis pas qu'il fait une grande compétition par rapport aux attentes qu'il y avait. Il n'empêche qu'il a quand même assuré les minima pour un mec de 20 ans qui va chercher une médaille olympique à Paris 2024. Donc moi, je le mets iconique. Et oui, parce qu'il y a cette campagne où il est donc le leader de l'équipe de France et qui nous amène à une médaille d'argent. Et puis le début de match, la première mi-temps face à Team USA, où je suis dans les tribunes, j'ai des frissons incroyables. Alors certains, et je pourrais comprendre qu'ils le mettent dans la famille. Moi, je le mets iconique. Déjà. Alors, je vous mets un sondage. Est-ce que Victor Wembanyama, on le met en iconique ou la famille? Voilà, je vous le mets tout de suite. Stop Thomas et le tir à 3 points en transition. Le début de match, là, il était le meilleur joueur sur le terrain au début. Et tu joues contre Team USA avec tous les goats du basket.
Donc, enfin, sans dire que je pense qu'à ça. Mais au vu de la compétition, vu la pression qu'il y avait, Après, le point négatif, c'est qu'il y a deux compètes qui manquent. Oui, il déclare Un choix et un truc. Ah bah bon, oui. Alors moi, je vais m'incliner parce que vous êtes deux. Ouais. Si ça avait été que moi, ça aurait été que la famille. Mais dans 3-4 ans, il va monter. Ça, bien sûr. Mais il va peut-être rejoindre Tipé, d'ailleurs. Mais l'argument pour Isaac Cordigné où l'échantillon est trop court, pour moi, c'est le même pour Victor. Alors, l'échantillon est magnifique, hein, mais il est un peu short, hein, pour le moment. Oui, mais alors, je vais pas faire la comparaison entre les deux parce que c'est bâtard de juger Victor Menin, quoi. Non, mais bien sûr, mais je veux dire, Isaiah, c'est une énorme surprise, c'est ça qui nous fait, tu vois, on le met un peu plus en hauteur. Lui, la pression qu'il y avait, c'était l'une des superstars des JO. Il a, mine de rien, in fine, quand même, fait respecter son rang. Il est dans le meilleur 5 à la fin de la compétition. Score, meilleur rebondeur, meilleur contreur. C'est quand même c'est hors norme, en fait, tout simplement. France, ouais. C'est pas normal d'un mètre de 20 ans face à, mais bon, tout le monde le sait, ça. Je vous l'accorde, ça fait 2 que je vous accorde. Donc, vous allez m'en accorder 2-3 par la suite. Je vous mets tout de suite le petit sondage en rapide et vous y répondez. Nous, on continue à avancer et vous nous dites, et on reprendra ça juste après. Est-ce qu'on peut regarder, s'il te plaît, Polo, la suite? Michael, j'ai la balle. I got the ball, baby! Ça, c'est le roommate de Steph à Cholet. Ah, bien sûr. Là, alors là, celui qui commence. On le met où? Mike, j'ai la balle. Ces épopées avec l'équipe de France, elles sont exceptionnelles. Elles sont exceptionnelles parce que, alors déjà dans son rôle de 3MD, c'était un des premiers à incarner ça d'ailleurs en équipe de France. Après, Nicolas l'a repris. Fiabilité, mec, tu pouvais compter sur lui sur toutes les compétitions. Il y a pas une fois où il est passé au travers. Son tir à 3 points à 0 degré, mec, il a donné des migraines à tout le monde. Son volume défensif avec toutes les médailles. On parlait de Charkaudi, mais enfin, Mike, j'ai la balle. Toutes les médailles à cette époque-là, et ben, il est dans cette équipe-là. Parfois, il avait des saisons très discrets comme garçon, tu vois, très discret. On disait, putain, Mike, mais il est là. On va voir ce que ça va donner. Mec, il arrive en compétition, gros. Le niveau, il était comme ça, gros. Alors, ça montait peut-être pas tout là-haut. Ça baissait jamais, gros. C'était là. Vincent Collet, il avait une confiance aveugle en Mike Gilabal. Il savait ce qu'il allait avoir. Il savait qu'à un moment donné, quand il fallait mettre un tir, l'assassin silencieux dans le corner à 0 degré, il te mettait la filoche. Pour moi, il est... regret éternel quand même sur le quart de finale en 2012, sur la boîte face à Tony Parker. Il a 3 tirs ouverts. Oui. Mais on l'adore tellement que, vas-y, mais oui, Mike Gilabal, je suis d'accord avec toi, mais ce quart de finale à JO 2012, quand ils font boîte sur Tipeee, avec Lioul là. Il avait Agathe de Ball, hein. Ah ouais, là, il les a eu les gonfles. Michael Gilabal, c'est peut-être le mec avec le plus grand espace entre les lignes où on pourrait le mettre. Tu me dis que tu le mets en légende, je peux y aller. Tu me dis que c'est la famille aussi. Je dirais que c'est ok. Ah bah moi je le mets iconique, tu vois. Et ben t'es au milieu. Iconique Pour Mike Gilabal. Ouais. Moi aussi je mets iconique du coup. Iconique c'est vrai pour que t'as Mike raison de parler de ces saisons quand il était au Kim Moscou. Oui. Qu'il arrive au milieu de saison. On savait jamais il va arriver. On avait aucune idée de son niveau de jeu. Sauf une fois qu'il commençait à jouer au basket. Exactement. De toute façon, la paire Nico Batum, Michael Gilabal, c'était très relou dans les airs. Pour la première passe pour le système, c'était très compliqué. C'est clair. Sans parler de sa défense, bien sûr, un défenseur exceptionnel avec Babak, Flo Pietrus et Ronny Turiaf. On le met dans iconique alors. Mousse Sonko. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu moins, Mousse était au JO 2000. Il a continué à faire 3 compétitions derrière, hein. Donc 2001 avec tu en as parlé tout à l'heure, ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on en fait de Mousse, qui est un joueur hors norme, hein, disons-le, hein, né trop tôt, comme toujours. Pour moi, sa carrière, né trop tôt. Netroto, pardon, ouais, ok. Netroto. Qu'est-ce que t'as compris encore? Métrotolk, je dis, mais je comprends pas le mot. Sa carrière en club, pour moi, est tellement bien 1000 fois supérieure à ce qu'il a pu faire en équipe de France. Alors oui, il fait partie de cette belle campagne. Il est bon d'ailleurs à Sydney en 2000. Éclipsé par Lolo Ciara, malgré tout. Et puis derrière, les 3 compètes après qu'il fait, c'est waouh. Je suis pas sûr qu'il ait pris beaucoup de plaisir, hein, Moussonko. Donc, moi, je vais mettre respectfully. Moi, je vais mettre respect pour Mousse. Respectfully pour Mousse. Parce qu'en équipe de France, en fait, malheureusement, c'est un crève-corps pour lui et c'est un joueur qu'on adorait voir. Moi, je l'ai vu jouer en vrai quand j'étais gamin à Pau avec l'Asvel. Enfin, c'était un. Je vais à Gravelines, au départ, gros. Un chantier, mon pauvre. À Gravelines, il était content parce qu'il a refait tous les chicots, il avait plus de chicots avant Mousse. Il était propre. Mais en équipe de France, il y a pas assez de moments forts. Respect, moi. Alors, deux choses. Donc, Mousse, on le met donc en respect pour Mousse Sonko. Il y a Andrew Albici qui est dans le chat, qui dit quoi? Vous ne mettez pas Mike Gilabal parmi les légendes? Il relance le débat, il met de l'huile sur le feu, le mec. J'ai hésité, gros, mais je pensais que j'allais être tout seul. Donc c'est pour ça que je me suis pas lancé. Moi, si ça tenait qu'à moi, il est légende, Mike Agathe de Ball. Hein. Tu vois, on va devoir remettre un sondage. Remets pour savoir qui y a comme légende, s'il te plaît. Antoine Agbedo, Boris Dio, Evan Fournier, Flo Pietrus, Rudy Gobert. C'est quand même... Écoute, on va aller au bout et puis je vous reposerai la question à la fin si vous voulez. Parce qu'il y a encore des mecs qui arrivent qui seront au moins dans les légendes. Moi, je suis bien avec iconique. Moi aussi, je le mets iconique, je pense. Iconique avec astérisque pour pouvoir être capable de monter un peu plus haut.
Alors là, lui aussi, on a creusé un mariage. Bon, c'est pas prévu apparemment que qu'il rejoue. Andrew nous dit si on met Flo Pietrus, on met Mike Gelabal. Alors quand j'ai revu la photo, je vois Mike Pietrus. Je peux pas dissocier le rôle de Mike Pietrus avec le rôle qu'avait aussi Mike Gelabal. Mais Mike Pietrus, mais Flo Pietrus, il y avait ce truc-là d'intérieur où l'on voyait beaucoup plus. Tu vois, Mike, il était il tenait les duels. C'était un assassin silencieux comme tu l'as dit, très fort sur les duels. Flo, on voyait l'abattage, quand il est sur Marc Gasol en demi-finale de l'Euro, on le voit brasser. Je peux entendre ce que dit Andrew, mais moi, c'est pas simple, je reste vraiment. avec Iconic. Je reste avec Iconic. On reste sur Iconic. Iconic, c'est me demande pas deux fois. Moi, je dis légende. Hein. Pour moi, il rentre dans la légende. Maintenant, il y a un de vous deux à trancher. Bon. Moi, je le mets dans Iconic. Allez, on tranche. Voilà, merci. Bon. Allez, on le met dans Iconic. Désolé à la famille Gelabal, bien sûr, la famille. On enchaîne. Alors non, je vous donne le résultat pour Wemby. Ouais. Wemby a été assez largement. Nico Batum qui Mais oui, je sais, Nico. donner son avis. Attends, Nico, dis-nous. La Gela Batum, c'est légendaire, les gars. Ouais. Tu vas bref, allez, on avance. Le résultat du coup pour Nico, Wemby. la famille, on reste là. Respect, Nico. Respect for lui, c'est la famille. Wemby est assez largement voté parmi les iconiques. Donc on se met d'accord sur iconique. Plus de 2/3 des gens qui ont voté sur YouTube et sur Twitch. Basketix. N'importe quoi. Nando De Colo, y a-t-il débat pour Nando? S'il y a débat pour Nando, c'est GOAT ou légende? C'est pour moi celui qu'on aurait pu mettre à côté Tipeee pour GOAT. Ah bon? Je pense pas. Mais bon, on continue. Nando De Colo, pour moi, c'est légende easy, légende de l'équipe de France. Moi, c'est légende plus. Mais voilà. c'est des frissons, c'est des fins de match, un mec qui met des paniers qui tue tout le monde, c'est sa grande époque avec le CSKA Moscou. Enfin, Nando, on était surpris quand il ratait un tir avec l'équipe de France. Et puis tous ces monétames, ces gestions parfaites des choses, ce sang-froid, légende à minima. Légende pour Nando De Colo et je vais vous raconter une petite anecdote. Nando, moi j'ai vécu sa première sélection en équipe de France. On était ensemble dans l'équipe, on était roommates d'ailleurs en équipe de France. Alors quand c'était en France, t'avais des chambres individuelles, mais à l'étranger, on était ensemble. Et c'était avec Michel Gomez, c'était des matchs de qualif à l'Euro. Et lui, c'est sa toute première sélection à Nancy contre la Belgique. Il start direct. Je sais pas quel âge il a 21 ou 22 ans. Mais il a mis 26 points, 100% au tir. 100% au tir. Écoute-moi bien, j'étais spectateur. Je dis, attends, mais qui est ce gamin-là? C'est qui est le gamin avec qui je partage ma chambre? Tu connaissais pas tant que ça? Je connaissais pas tant que ça. Ouais. On avait l'affiliation un peu choltaise et tout ça. Mais moi, je découvrais le garçon. On était en chambre, on discutait. Alors, il est réservé, hein, Nando De Colo. Donc, on n'avait pas des grandes discussions, mais c'était super roommate. Premier match à domicile, maillot de l'équipe de France, première Marseillaise, 100% au tir, 24 ou 25 pions. J'ai dit, ah ouais, ok, d'accord. Et bah après de là, c'est parti, c'est parti. Légende. Nando est une légende sans aucun doute. Et puis, comme on n'a pas parlé de son finish, on le pensait cramé, il nous sort une finale légendaire, le mec. Magnifique sortie, hein. Légendaire. À la Nando, en fait. Ah ouais, on a eu la chance de le voir sur la soirée d'après, on était lui serrer la main, je lui dis, merci, tu m'as mis des grands frissons. Parce que moi, sur cette finale olympique, Nando, quand je le vois avec ses tac-tac, je me dis, il m'a mis des frissons. J'ai fait, waouh, c'est la dernière fois qu'on le voit. C'est la dernière fois qu'on voit. Vraiment, j'étais content pour l'équipe de France déjà. Oui. Et pour lui, il me dira, ah putain, parce que qu'est-ce que ça a été dur. Qu'est-ce qu'il a été dur la compète, mais cette finale, elle est magnifique. Il m'a mis les frissons, Alors, Nando. question pour Nando de Légende, on est tous plutôt d'accord, mais est-ce que le fait d'avoir finalement été très peu titulaire sur sa carrière en bleu, il est devenu titulaire dans le run là, de la génération 92, on va l'appeler comme ça. Est-ce que ça peut minimiser un peu sa place? Non, je crois pas. Non. Je crois pas à mon sens. Moi non plus, je vous pose la question, c'est toujours pareil. Vous dites oui, vous dites non. Sortie de banc, trop d'impact en sortie de banc. Mais quand il est sur le terrain, il y avait trop de choses qui se passaient, trop de coups de génie autour de Nando De Colo. Enfin, trop fort. Bon, moi, c'est légende, non. Pour moi, c'est légende. Nando De Colo, et dans le chat, vous êtes tous plutôt d'accord. Il y a Romain qui dit Nando, c'est même le standing de Bobo, c'est légende plus qui frôle le GOAT. On parlait tout à l'heure, Erwan. Ah ouais, moi je pense que c'est celui qui frôle le GOAT. On est plutôt d'accord là-dessus. On avance, messieurs. Combien de mecs il nous reste? Il nous en reste quelques-uns. Le dernier, je sais pas qui c'est le dernier, mais il a l'air très sympa. Cyril Julien, les gars. Qu'est-ce qu'il branle là? Je sais pas. On aurait pu mettre Erwan, c'était pareil. Autant de compètes, en tout cas. Arrête, Stephen. On peut plus rigoler. Il a dit, on a autant de compètes en équipe de France. Quand même. En tout cas. Bon, bref, on avance. On s'intéressera au cas de Stephen Brun à la fin de cette émission pour voir s'il est GOAT, légende ou... Tu lui as coupé les jambes. Terrible. Cyril Julien, la plus belle main droite de l'histoire du basket français. Cyril Julien. Moi, j'ai joué avec lui à Nancy. Donc, il est là à Sydney. Cyril Julien.
C'est cette génération. Oui. Sidney est très bien. Il est backup de Fred Weiss et tout ce qui va vite derrière. On se souvient des Claude Bergeau le prend pas à un moment donné. Il y a une bisbille avec Bergeau sur un euro. On se souvient où il sort d'un match très frustré. Il répond à un journaliste de manière pas agressive, on va pas dire ça, mais très froide, très tendue. Après, c'est comme Moussonko, c'est comme Lolo Forest. Ils vont souffrir après les JO, ces mecs-là. Ils vont pas avoir la compète où ils vont se faire kiffer alors qu'ils sont dans leur prime. Et pourtant, ils font 3 Eurobasket après les JO, hein. 2001, 2003, 2005. Ils sont dans l'équipe, hein. Mais non, mais c'est pour ça. Donc, respectfully, c'est real. Respectfully, Julien, c'est real. 2 fois MVP. Quel attaquant, mon pauvre. De Pro A, bien sûr. La dureté. Il s'est affiné de fou, là. Cyril Julien. Il fait des trails, il fait des Ironman et tout ça. Ah ouais. Ah non, si, ouais. Alors qu'avant, c'est Gallardos. Attention, la réputation de Cyril, qui était un violent, parfois elle était un peu usurpée. Hein. C'est-à-dire dans quel sens? Il aimait bien s'échapper quand même. La maillotche, pas la maillotche en boîte de nuit, la maillotche dans la raquette. Il avait quand même un goût un peu plus prononcé pour mettre des petits hooks main droite. Hein. Très bien. Comment lui en vouloir? Syndrome de terrain en pente, Cyril, parfois. Écoute, ça lui a fait faire une très belle carrière en équipe de France. Et il fait partie donc du top 30 qu'on a sélectionné. On avance avec TLC, Timothée Luakobaro. Timothée Luakobaro, notre ami Chelsea, qui a été fantastique à Tokyo. Magnifique à Tokyo. Après, il s'est pris pour un autre sur la compète d'après. C'est perdu à Berlin. En plus, ce qui est cool dans ce métier-là, c'est qu'on a pu en parler avec lui. C'est perdu à Berlin. Il a payé cher après la Coupe du Monde. Il a essayé il a pas fait partie des Jeux aussi. Donc, c'est son truc de Berlin, Respect pour moi. Le truc avec Berlin, ça lui a coûté très très cher parce qu'il rate Coupe du Monde et Jeux Olympiques 2024. Il y a de grandes chances qu'il puisse revenir dans le groupe là pour l'instant. Qu'il puisse revenir dans le groupe pour moi pour cet euro-là. Ça sera respect pour Timothée. Respectfully pour Chelsea, on est plutôt d'accord. Tu veux rajouter un truc? Non, t'as tout dit, Erwan, t'as excellent. Il a une belle carte à jouer là. Clairement. Cet été à l'Eurobasket. Absolument. On va dans le back in the time. Donc, et le Steph. Je suis en fou rire. Des mecs qui sont devant leur écran, qui sont chauds bouillants. Et en plus, ils sont à Paris, ils ont qu'à venir ici, les faire avec nous, les émissions. Au lieu d'aller s'entraîner à Levallois, à 40 ans, gros, arrête de t'entraîner, viens faire des émissions. Tous les mecs qui ont plus de sens en sélection, vous êtes évidemment les bienvenus pour discuter avec nous. Terrible. On vous fera part de quelques commentaires. Stéphane Rizaché, on en revient à ça. Donc, c'est né 2000, la vieille génération. Il arrête quand, le Steph? Je vais te dire ça tout de suite. Il arrête quand? Parce que, par contre, Sidney, peut-être 2001, je suis même pas sûr. Mais après, j'ai aucun souvenir de Rizaché en équipe de France. Il y a avant 90. Ça, c'est sûr. Il y a avant 2000, donc. Il fait l'Eurobasket 2001. Voilà. Il a 9 points par match en 6 rencontres. Donc, il le fait encore. Respect pour on est pas pour la famille, pour ces JO 2000. Respect pour le Steph. Moi, je le mets dans la famille. Hein. C'est vrai. Ah, les mecs qui ont des rôles, ils sont dans le 5, ils font partie des top scorers de l'équipe, ils tiennent tête à tous les ailiers du monde. Pour moi, c'est la famille. Attends, là, tu viens de me convaincre pour la famille. Allez, la famille. Steph Rizac. Et puis pour avoir fait un fils numéro 1 draft, c'est une fille qui va sûrement, peut-être même GOAT. Ça serait un délire, hein. Ah ouais, vache. Frère et sœur numéro 1 de draft. Bravo. On leur souhaite. On avance, reste 3 noms. Kevin Serafin, qui a fait les JO lui aussi, hein, à Londres notamment. Qu'est-ce qu'on en fait de Kevin, qui faisait partie de l'équipe de 2011 J'ai tellement un goût d'inachevé avec Kevin Serafin. Pour moi, Kevin Serafin à l'équipe de France, comme avec d'autres, mais c'est un rendez-vous manqué. Ouais. C'est un rendez-vous manqué. Il y a les Jeux. Un peu moins que Rodrigue Beaubois, parce que lui, c'est vraiment un rendez-vous manqué pour le coup, mais manqué. Après, ou Fabien Causer, ça marche aussi. Ouais, Fabien Causer a fait une compète. Il a fait une compète, mais c'est Rodrigue, 0. Ouais, mais du coup, Kevin, il y a des choix de pas venir aussi par moment où, pour rester s'entraîner, c'était la grande époque, là, tu sais, pour ça. Détruit à un moment donné. Ouais. C'est super de faire des 1 contre 1 l'été plutôt que d'aller jouer des compètes, on s'en rappelle. Donc, Kevin, il regrette, d'ailleurs, d'avoir fait ces choix-là, parce qu'on a la chance de le côtoyer. Mais Kevin, avec l'équipe de France, en fait, on a très peu de souvenirs. Donc respect. Respectfully for Kevin Serafin, qui a passé le cut des 30. Il nous reste 2 noms. Il nous reste 2 noms et pas des moindres. Un surtout. Il nous reste au moins un nom. Putain, Nico, ça fait 40 minutes qu'il se tape la vidéo. Son nom, c'est le dernier, gros. Il attend depuis 45 minutes. Il y a Aurélie qui lui a dit on y va. Il attend, c'est mon nom. Exceptionnel. Stephen Brun. La famille, Nico. Attends, Stephen Brun. Tout à l'heure, tu nous as dit que tu pensais à quelqu'un d'autre pour le GOAT. Oui. Personne n'a passé ce cut-là. Tu nous as cité aucun nom. Est-ce que c'était Nico Batum? Non, c'est moi. Moi, c'est Nico. Je dis pas qu'il
Mais s'il y a un nom parmi tous ceux qu'on a prononcés où il y a éventuellement débat pour être à côté de Tipeee, c'est Nico. Nico, il a été élu dans des meilleurs 5 de compétition. Il a des moments iconiques avec l'équipe de France. Il a des séquences où j'ai vu très peu de joueurs. Et là, je te parle de très peu de joueurs. Tipeee l'a fait, des séquences de match où il est inarrêtable. Dirk, pas au gazole. La demi-finale à la Coupe du Monde et le match pour la 3e place, il est monumental. Il est monumental. Il a cette longévité avec l'équipe de France qui est exceptionnelle. Aussi. C'est lui qui a la meilleure longévité. Hein, lui, les générations, il a croisé. Il a dit bonjour à des mecs. Après, il leur a dit au revoir. Hein. Après, il a joué avec ses fils aussi. Oui. Il a joué avec les enfants même. Il est très bon il fait des bons Jeux Olympiques. Oui. Ah oui. Toujours très bon. Paris 2024, il est très bon. Il y a ce contre, parce qu'il faut parler d'action iconique, parce que pour être dans GOAT, il y a ce contre sur Klemen Prepelic qui, bon, c'est des posters. C'est la plus belle action, en fait. C'est des cadres. C'est des posters, c'est des cadres. Parfois, tu vas chez des gens, tu vois le poster de Nico qui compte Klemen Prepelic. Donc, pour moi, s'il y a un débat sur tous les noms pour être à côté de Tipeee, c'est Nico. Je vous ai mis le sondage à l'instant T. Est-ce qu'on le met en GOAT? Et plus ça va, plus je réfléchis, plus je pense que Nico Batum doit être GOAT avec Tipeee de l'équipe de France. Ce qui va peut-être, et je vais le mettre sur la table parce que je suis très indécis là-dessus, tu as dit tout le positif sur Nico, il y a un peu de négatif aussi, oui, c'est que Nico, à un moment donné, on aurait attendu aussi ce qu'il a fait par exemple à la Coupe du Monde. Coup de gueule. Non, ce qu'il a fait à la Coupe du Monde en mettant des 30 points sur des matchs enchaînés. Ah, oui. On aurait aimé qu'il se mue un petit peu en leader offensif aussi, ce qu'il a jamais été. Après, c'est pas son jeu, il l'a toujours dit. Mais il y a eu souvent des interrogations autour du leadership de Nico sur le terrain par moment. Il y a des fois, il est où? Tu vois, la Coupe du Monde, on se souvient, on avait fait un débat avec lui et il était venu débriefer le truc de la Coupe du Monde. Et Nico, qu'est-ce qui s'est passé? Mais ce qu'il n'avait pas fait, il a su le faire parce que le speech dans le vestiaire où on va être champion olympique, c'est de la merde et compagnie. Ça, c'est des pitchs, c'est le pitch le pitch. C'est avec la lèvre. C'est le speech de Tony Parker à la mi-temps de l'Espagne. Autant entre la famille et respect, on ouvre le spectre. Là, sur le truc de GOAT, on joue sur des détails. Tu sais, c'est marrant parce que tu parlais des petits rendez-vous manqués, des moments où on aurait pu imaginer, on se souvient de la déclaration, je veux être le meilleur ailier c'était de l'Euro, de la Coupe du Monde, je sais plus, et finalement on avait été frustrés ici ou là, mais en fait, c'était il y a tellement longtemps. Il loupe combien de compètes, Nico? Il loupe Berlin, c'est tout. Berlin, l'Euro, on fait finale, il nous l'annonce, il nous l'annonce à Julie, on fait finale miraculeuse. Les Coupes du Monde, il est là. Il est tout le temps là. Les Jeux Olympiques, il est là. Les Euros. C'est pas le débat, la longévité. Parce que pour être GOAT, il faut prendre ça en compte aussi, Erwan. Pour moi, la longévité de Nico, c'est un gros plus pour rentrer dans la catégorie. Mais s'il avait fait l'impasse sur des compètes ou qu'il avait été blessé, il avait loupé les trucs, ça lui enlève des points pour le GOAT. C'est aussi à prendre en compte, hein, toutes les compétitions jouées. Je viens de recevoir un message de quelqu'un qui est bien informé, qui s'appelle Nicolas Batum, qui a dit 10 médailles en tout pour Nicolas Batum. 10 médailles. C'est quand même incroyable. Moi, je crois qu'il faut qu'on mette en GOAT. Moi, il est tout là-haut pour moi. Le sondage a donné son verdict. Sur YouTube, on est à 74% de oui. Après, il est le GOAT avec Tipeee. Après, il fait partie de la famille. On peut mettre dans la famille aussi et dans le GOAT. Sur Twitch, on est aussi à 78% de oui. Hein. J'ai l'impression que c'est un plébiscite en fait. À la longévité, les moments, il est de toutes les campagnes de Nico. Attends, je sais qui c'est Nicolas Batum. Après t'as dit respect aussi. Mais moi je suis, on est aussi là pour amener des trucs. Après Nico, il est devant sa télé, donc on peut aussi dire qu'il a fait des mauvaises choses. À Lille, il se craque pas aussi sur un match. Les 3 lancers. Les 3 lancers qu'il rate. Ça fait partie du petit bémol. C'est terrible. Mais c'était il y a tellement longtemps. Enfin, je veux dire, depuis, il s'est passé tellement de bons trucs. Ouais, puis c'est quand l'Euro, il y a l'Euro où il met plus un pied devant l'autre et après il arrive à être bon sur la fin. Je savais que t'allais le faire et tout. Il fait un Euro, c'est compliqué. Mais Tipeee a eu des moments difficiles aussi. Rappelez-vous, c'est un Euro, il est cata. Finalement, l'Euro à Lille, il le met sur le banc, il le passe à Lille, ou il le met sur le banc, il le fait pas. Non, ça c'est Claude Bergeau qui fait ça. Claude Bergeau, il est cata sur son début d'Euro. Tipeee, il passe sur le banc. Donc les GOAT, ils ont eu des moments compliqués avec l'équipe de France. Ils ont pas fait que des campagnes XXL. Mais non mais c'est vrai, là où il a raison, c'est que tu sais, c'est marrant, on parlait de la Grèce tout à l'heure, on l'a pas cité pour dire non, Tipeee n'est pas un GOAT, vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, tu vois, il est sur le terrain le mec. Je vais te dire, pour moi, on garde quand même l'ultra positif. Moi j'aime l'idée et ça sera le mot de la fin pour moi. J'aime l'idée que Tony Parker, ce qu'il a fait, ce qu'il a incarné en équipe de France, c'est le seul à l'avoir fait, donc il doit être seul le GOAT. Après, il a plus de palmarès que Tipeee. Hein.
Oui, d'accord. Oui, mais il a pas un MVP sur la compétition. Ce qu'il a incarné. Il a pas MVP. Il fait partie des meilleurs 5 de compète de l'équipe de France. Encore une fois, je sais qui est Nicolas Batum. Je le connais même personnellement. J'ai même son numéro dans mon téléphone. Il n'empêche. Moi aussi, je crois. Hein. Oui, d'accord, mais certes. Il n'empêche. Moi, j'ai le numéro de Tipeee aussi. Hein. J'ai 2 gouttes. Ben on les appelle en FaceTime. Alors, les mecs. Il n'empêche que pour moi, Tipeee, sur ce qu'il a réalisé avec le maillot de l'équipe de France, et ce qu'il a incarné, sans faire un concours de qui a le plus de médailles, parce heureusement qu'on est meilleur que ça. Je mets Tipeee seul en GOAT. Après, si on doit faire un classement, moi, avec Nando et Nico, je mets 2 et 3, ouais. Écoute, moi je suis pas d'accord. Je serais pas d'accord d'ailleurs que je mette. Et je suis pas d'accord. Et comme tout à l'heure, je vous ai donné 2 cadeaux. Là, tu vas venir. Alors la moi, question qu'on peut se poser pour délimiter, c'est est-ce qu'on considère qu'il y a un seul GOAT? Dans ce cas-là, ce serait Tipeee. En fait, c'est la question. Il faut maintenant, et on va décider tous ensemble. Attends, un seul GOAT. Pourquoi? Parce que si tu fais la tier list, si les Espagnols font la même chose, tu penses qu'ils sont dans la merde, hein. Tu penses que Juan Cannavaro et Pau Gasol, ils sont pas tout là-haut, tous les deux? Eric Rubio, même, tu pourrais mettre un. Mec, ils en ont plusieurs des GOAT, les Espagnols. Attends, tu mets pas. Non, Pau Gasol, il sera devant tout le monde, non? Je sais que tu mets. Pour moi, c'est le GOAT espagnol, c'est Pau Gasol. Ouais. Et les autres, ils sont un bis, mais. Juan Cannavaro et compagnie, ils sont pas tout là-haut. Si. Ils sont pas GOAT avec Pau Gasol. Mais si on doit en dire un, faut bien choisir. Pau Gasol, il la joue pas la finale en plus, ils sont champions du monde. Non. Bon, il y a pas de honte à avoir 2 GOAT, mec. Mais personne parle de honte. C'est juste, est-ce qu'on se décide sur. N'emploie pas des mots comme ça. Commence pas à emmener le débat sur ce terrain. Est-ce que tu connais Nico Batum? Tu sais ce qu'il a fait un peu? Moi, tu sais, je l'écris sur WhatsApp à Nico. C'est déjà fou. Je me régale de ce débat-là. Moi, j'aime bien que l'idée d'avoir Tony Parker seul en GOAT et derrière, et quand on voit toutes les légendes qu'il y a, ça montre aussi la richesse de notre basket. Moi, je me sais de m'en sortir comme je peux, mais moi, je suis très embêté parce que en fait, j'aimais bien dire le GOAT. Tipeee, voilà. Parce que pendant 3-4 compétitions, ça a été le meilleur joueur en Europe, fait qu'il est GOAT, alors que Nico n'a jamais été le meilleur joueur en Europe. En fait, oui, ça peut jouer, bien sûr. Pour moi, il y a pas un monde où même dans les meilleures compètes de Nico, quand il n'y a pas Tipeee, il a fait ce que Tipeee a réussi à faire, c'est tout. Pour moi, Tipeee a fait des trucs que personne d'autre n'a fait. Non, si, le seul qui a fait ça, mais sans gagner, c'est Evan. Hein. Evan en 2019, il a un niveau Tipeee-esque, donc t'es pas loin de 20 points par match. Les JO de Tokyo, Evan est le leader offensif, etc. Et donc c'est pas Nico qui est le meilleur scoreur, tu vois, dans notre esprit là de mec alambiqué. Mais on est en train de chipoter de ouf, hein. On chipote. Chipotle. Après Nico sur la longévité, oui, mais c'est vrai que après, en fait, il y a cette Coupe du Monde, il prend le relais du scoring, mais après il se mue et il en faut dans ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire ce glue guy. Si on n'est pas le contre, on n'est pas vice-champion olympique, go. Ah, mais ça, c'est pas le contre sur Prepelic, on n'est pas vice-champion olympique. Ah, ça, c'est une action iconique. Il est iconique, alors. Ouais, parce que s'il prend un lay-up de Prepelic aussi, parce qu'il prend il vient, il est en train de fermer l'intervalle, c'est-à-dire qu'il ferme l'intervalle. Il a les chams pour revenir. Oh, ben oui! Moi, si je ferme l'intervalle, gros, Prepelic, il part, je fais la remise en jeu. C'est Erwan qui drive. Ah oui, j'ai le temps de revenir. Voilà, c'est Clément. Oh non! Bon, je suis très embêté avec cette histoire. Je lis vos commentaires. Viens, on l'appelle. Est-ce qu'on l'appelle en live? Appelle Nico. Allez, Nico répond. 2 GOAT. Pour moi, il y a 2 GOAT. Appelle Nico. Nico, s'il te plaît, appelle. Il faut l'avis de Nico. Nico répond. Nico, on t'appelle. On va faire comme avec Gershon lors des Jeux Olympiques. On va t'appeler. Et donc lui, tu vas me dire qu'il va pas se défendre. Il va dire non, on veut les arguments. On va voir ce qu'il va dire lui. Voilà. Donc je vous avais pas menti. J'ai bien le numéro de Nicolas Batum. Ça va, Nico? Bonjour, c'est qui? Ça va. Écoute, Nico, je suis embêté. Me dis pas. T'as eu comment numéro, toi? Nico, qu'on est embêté, comment on fait? On met 2 GOAT ou pas? Tipeee, il est au-dessus. Tipeee est particulier, hein. C'est dommage de me ranger avec Tony. Hein. Écoute, c'est dommage de me ranger avec Tony, donc... c'est tout mon argumentaire, mais c'est vrai que les 2 autres ont des bons arguments aussi pour te faire monter là-haut. Oui, bon, c'est pour ça, c'est votre boulot, c'est pas le mien. Ce sera bientôt le tien, il paraît, mais bon, je n'en dis pas plus. Oh, trop tard. On sait jamais. Ok, donc bon. T'es comment, toi? L'idée d'avoir Tipeee seul là-haut? Ah, tu mets Goat, Baby Goat. Allez hop. Ce qu'on peut faire, parce qu'on n'y a pas pensé, c'est de créer peut-être une nouvelle catégorie. Ah, putain, c'est choisir. Non, mais le problème, c'est renoncer. Non, mais le problème, c'est que moi, à un moment donné, vous avez été plusieurs fois 2 contre 1. Je vous ai rien dit. Là, Thomas est avec moi. Donc, tu peux accepter, et qu'on mette 2 GOAT. Ah, mais moi, j'accepte. Attends, je vais pas, je vais pas, Et ben voilà. Okay. C'est exceptionnel. Après Nico, si t'avais pas fait 0 sur 3 à Lille, on t'appelait pas et t'étais GOAT. Il s'est rattrapé à Tokyo. Il s'est rattrapé à C'est Tokyo. vrai, largement. Mais c'est plus facile de mettre un compte que 3 lancés, non? C'est différent. Bon, très bien. Nico, écoute, on va trancher. On va voir ça. On va trancher. Vas-y, faites Bon. ça bien. Merci, Allez, Nico. Ciao, Nico. Si on peut appeler Tipeee maintenant, s'il te plaît.
Bon, les gars, je suis au regret de vous dire que j'ai décidé. Ok, vas-y, c'est toi. Ce sera le GOAT. Non. Non. Ah, ce sera quoi? On va décider pour un seul GOAT. Le GOAT. Le GOAT, le meilleur. Franck le GOAT. Le GOAT. Donc, Nico sera rangé avec toutes les légendes de l'équipe de France, avec ce statut peut-être de baby GOAT comme il vient de dire, mais Tipeee, pour l'instant, reste le premier à voir s'il sera dépassé un jour par quelqu'un. Je me suis battu jusqu'au bout. Mais t'as été bon, t'as été grand. Oh ouais, t'as été grand. T'as été grand. Tu perds après 2 prolongations à l'extérieur, mal sifflé en plus. Bravo. Tu t'es bien battu. Oh non, surtout pas. Comment on peut autrement quitter une salle que comme ça? Bon, pour rassurer Steph, et je lis vos commentaires, je sais, je me fais insulter parce que j'ai décidé. Mais c'est ça, à un moment donné, il faut décider. Il faut décider. Qu'est-ce qu'on fait de Stephen Brun? Bah, Stephen Brun, il faut qu'il ait sous colonne, gros. C'est à Erwan que je pose la question. Sondage. Sous-fifre de l'équipe de France. Gros. Sondage. Oh, sous-fifre. Parle-nous un petit peu de ton expérience avec l'équipe de France déjà, pour ceux qui savent pas. Alors écoute, moi j'ai 15 sélections en équipe de France. T'as chialé quand même. C'est vraiment un bâtard. C'est vraiment un bâtard. C'est vraiment un chien. Moi j'ai 15 sélections en équipe de France, j'ai pas fait de compète officielle, j'ai fait des qualifs avec cette grande époque de Michel Gomez notamment. Ça m'a permis de découvrir Nando De Colo, entre autres. Pour moi c'était pas prévu déjà au départ d'être un joueur international, donc c'était des 15 sélections, c'était exceptionnel. J'ai vécu des grands moments. J'ai fait toute la prépa pour la Coupe du Monde avant le Japon en 2006 où on était à Divonne-les-Bains, on a fait des tournois à Strasbourg où là c'est là où j'ai rencontré Tipeee pour la première fois et que on est devenu ensuite très proche. J'avais Mike Gélabal qui était avec moi et c'est le dernier joueur coupé, c'est affreux mec, c'est ce qu'il y a de pire, c'est qu'au début t'es 19. T'étais en concurrence avec qui? Avec Boris et Flo, donc déjà très Rien que ça. déjà très compliqué sur la concurrence. Et Claude Bergeau dès le départ m'avait dit écoute, c'est Boris et Flo sur le poste 4, mais j'ai envie de te voir comment t'évolues, dans ce groupe-là. Que je me suis régalé et je vais pas vous mentir, j'avais été exceptionnel gros, sur la prépa, j'avais été énorme. Yves Baraté qui était l'assistant de Claude Bergeau, il vient me voir, il me dit mais attends mais Steph gros, ce que t'es en train de faire là sur la prépa c'est incroyable. Je voyais les Vincent Mazin couper, je voyais des mecs qui avaient des pédigrés bien plus que moi être coupés. Et le dernier match contre la Lituanie à Strasbourg, c'est en plus Patrick Bisley à l'époque prend les passeports parce qu'il faut des visas pour le Japon, donc il prend mon passeport, donc il me le rend, j'ai déjà le passeport j'ai le visa pour le Japon et tout ça. Et le dernier match contre la Lituanie à Strasbourg où là encore une fois je suis très bon et on n'est plus que 13 gros. Donc il y en a un qui va partir gros. Denis Brognard il va arriver, il va éteindre le flambeau tu vois. Et donc et je suis dans ma chambre et donc Claude Bergeau m'appelle, donc là je comprends et après on passe à table et là Claude Bergeau dit bah voilà c'est Stephen qui nous quitte et là mec en fait je savais que j'étais pas conditionné pour y être, mais quand tu passes 3 semaines là-dedans, que t'es bon et que t'es dans le groupe, que tu vis des moments de ouf avec ces légendes là, et tu te prends au jeu. Et j'étais tellement triste gros, je me suis effondré à table, je suis parti dans ma chambre, la Tipeee est venue me consoler, Mike Gélabal est venu, mec ça a créé des liens à vie et j'ai marqué ces mecs là en fait par mes larmes. Alors ça peut faire rire certains, mais j'étais tellement triste en fait de quitter ces mecs là et que voilà j'étais effondré, mais j'ai vécu des moments où c'était exceptionnel. C'est fou parce que on est tous potes etc. Mais moi je me souviens très bien de cette époque. On était à un moment où l'équipe de France manquait cruellement de shooters. Et je me souviens bien, moi, de cette préparation, où Stephen était vraiment très très bon. Un peu comme Terry Tarpey qui a réussi à passer le cut, mais où il y a un gars comme ça qui, en fait, dès qu'il est sur le terrain, il est vraiment meilleur que les autres, on ne voit que lui. Et donc il gagne sa place parmi les 12. Mais surtout, jouer avec mais quand t'es dans le 5, quand t'es sur le terrain avec Tipeee, avec Mike Gélabal, avec Babac et compagnie, le basket, il est exceptionnel. Les ballons, ils arrivent dans les bons timings. Moi, quand j'arrivais, poste 4 shooter, les ballons, ils étaient là, les décalages avaient été faits. J'avais juste à mettre dedans. Alors, il fallait mettre dedans. C'est plus difficile. Il y avait des situations dans un tel confort, les timings de passe étaient énormes et c'est plus facile de briller. Tu le sais, gros. Tu peux être un bon joueur pro, tu vas jouer en National 4, gros, les passes elles arrivent dans les chaussettes, y a pas un bon timing, tu vas pas être bon. C'était tellement un régal et j'étais bon grâce à ces mecs-là en fait. Belle anecdote donc. En tout cas, l'histoire retiendra que Claude Bergeau ne t'a pas gardé et ça nous fait un point commun. Nico, il est chaud. Les amis, on arrive à la fin de cette tier list. Ça a été... Attends, le mieux, notre Steph, alors. Attends, je vais te le dire. On en arrive à la fin de cette tier list qui a été un moment juste exceptionnel. Ça va bien sûr nous donner envie d'en faire d'autres. Si tu nous regardes en replay, n'hésite surtout pas à nous donner, toi, ton classement, à nous dire si ça t'a plu et surtout à nous donner d'autres sujets. On a plein d'idées, vous le savez bien, et on pourra les faire au fur et à mesure de la saison, de l'actu. Et puis c'est vraiment un truc d'été à se régaler ensemble dans les moments un peu plus calmes en termes de basket. Donc bravo pour ton anecdote, Stephen. Mais en effet, il va falloir qu'on choisisse. Alors voilà, le choix est assez simple. Sur Twitch, t'es à 30% GOAT, 43% respect. Sur YouTube, tu es à 37% GOAT
et tu es à 32% respect. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Voilà, il est là, le mec. Respect, c'est déjà très gentil quand je vois les mecs qui sont dans la ligne de respect, gros. Je suis très content de leur serrer la main. Il est parmi les respects, bien sûr. On l'a mis pour la blague, hein. Respect pour sa connerie, gros. Alors moi, quand C'est la famille, tu veux je dire me fais détruire autant en 1 contre 1 par un mec, je suis obligé de le mettre GOAT. Et tu es mon GOAT, Stephen Brun, voilà. Erwan, contre qui tu pourrais avoir une chance dans la liste? Non, mais ne réponds pas. Remets la liste plein d'écran, s'il te plaît, que je vois bien. On a vu Stéphane Rizachi au mariage, peut-être contre Isaac, tu peux être... Ah oui, en 2025, oui. Oui, Stéphane, pas Zachary, hein. Ah oui, et pas Prime Rizak Stéphane. Ah non, pas Prime Rizak. Bon, voilà, en tout cas, pour le classement final, ça a été passionnant à faire. Je regarde, je suis encore en train de me dire peut-être qu'on aurait dû changer certains trucs, mais bon, écoute, au bout d'une heure et demie, on a fait cet ordre-là, ce classement-là, et ça a été un plaisir de le faire avec vous. Donc vraiment, merci à tous d'avoir été si nombreux pour ce petit live fait un petit peu comme ça. Et puis le replay sera disponible, eh bien, au mois d'août, à quelques jours au début de l'Euro Basket. Merci Stephen. Merci à vous, je me suis régalé. Merci Erwan. Merci. Et attends, oui. Nico, il continue de Il est en train de débattre. Elle est pas finie l'émission encore, hein. En fait, Nico, il voulait pas débattre devant les gens, il voulait juste débattre avec nous. Exceptionnelle phase. Ah, Donc, Nico, profite de la pistache, va te baigner, mets ton moule bien, ton moule bite, va te baigner, gros. je viens de recevoir un message que je vais pas lire maintenant. On se quitte là-dessus. Merci à tous. Bon été. Il y a plein de vidéos qu'on vous a concoctées tout au long du mois d'août. Donc allez les voir, des entretiens de joueurs, d'arbitres, de toutes sortes de choses, des top 5, des équipes qu'on attend le plus en NBA l'année prochaine, de joueurs aussi, qui est le boss aussi de cette NBA actuellement. Bref, vous avez eu un été chargé comme le nôtre. Merci à tous et puis à très vite pour l'Eurobasket.